L'homme, en larmes, supplia frère Zhang de lui accorder au moins 4 millions de dollars. Auparavant, il avait consulté une voyante qui lui avait prédit la chance et il était donc certain de décrocher le gros lot. Son compte a reçu 3,5 millions de yuan. Il sourit, sachant que l'apocalypse était proche et qu'il n'aurait pas à rembourser l'argent. Il allait donc bien se préparer et vivre une vie meilleure que la précédente. Les médias ont rapporté de manière alarmante une puissante éruption solaire qui devrait faire grimper la température de la Terre à plus de 50 degrés dans toutes les régions. Et l'humanité sombra dans un enfer de chaleur apocalyptique. C'était le 2 mars 2030. C'était dans la rue piétonne de Pochena. À l'intérieur d'un restaurant ordinaire, l'homme dangereux voulait lui faire comprendre à quel point il était risqué de lui emprunter de l'argent. Il alluma une cigarette entre ses lèvres. Et je souris. Membre de la bande Baha'i, il se livrait à des prêts clandestins. Il me rappela l'énorme pourcentage qu'il détenait. L'homme, assis, était terrorisé sous la surveillance de ses gardes et bégayait de peur. Il connaissait le taux d'intérêt et était malgré tout prêt à contracter la dette. Ai-je été prêt à donner 5 millions pour en obtenir 7 en 6 mois? Il a donc demandé un reçu et exigé un dépôt équivalent. L'homme lui a remis les documents de son appartement. Il se frotta le menton, réalisant que le chalet était un peu ancien et semblait valoir environ 4 millions de dollars. En réalité, c'était un appartement spacieux de 144 mètres carrés et à un prix exorbitant. Mais il refusa toujours de le lui prêter. L'homme n'a pas cessé de supplier, demandant au moins 4 millions, sachant que la diseuse de bonne aventure avait prédit sa chance et promis de lui rendre 10 fois plus. Hege n'était pas prêt à donner plus de 3,5 millions, mais il était déjà content d'avoir un jeune joueur entre ses mains. Il sauta de joie, le remerciant pour cette opportunité. L'homme a exigé le remboursement de 5 millions dans un délai de 3 mois, faute de quoi il reprendrait l'appartement, et a exigé un reçu. L'homme se mit à lire le journal et acquiesça, mais il y avait un détail. Il voulait imposer une condition à IJ. 10 minutes plus tard, l'homme est sorti tout content et a remercié tout le monde pour leur coopération. Son compte a reçu 3,5 millions de yuan. Mais son visage passa de l'innocence à la jubilation, car il connaissait l'apocalypse imminente et n'allait rien rendre. Il ne lui restait plus qu'à se préparer pour ne pas répéter son passé. Dans sa vie antérieure, la Terre a été frappée par un cataclysme qui a complètement bouleversé son écosystème. En conséquence, la température moyenne est montée à 50 degrés Celsius, et désormais les gens souffraient de la chaleur toute l'année, en journée. Aguerrit méchamment en constatant que l'idiot avait accepté le pourcentage augmenté, considérant les joueurs comme les plus naïfs. Son assistant se tourna vers le patron, réalisant que l'appartement de cet homme coûtait plus de 4 millions, mais il lui donna moins d'argent, craignant le piège. L'homme sourit d'un air mauvais, connaissant déjà le comportement de ces gens-là, et sachant qu'ils étaient prêts à vendre leur propre famille pour de l'argent. Il donna l'ordre de s'arranger avec le casino pour que le type soit traité, et pas seulement que sa cabane soit dépouillée. L'homme était là, debout, les yeux rivés sur son téléphone, un sourire aux lèvres. Il savait qu'ils avaient accepté de lui prêter de l'argent uniquement pour les intérêts, et qu'il pensait n'en pouvoir obtenir son divorce. Il n'allait absolument pas renoncer à ce qui lui était déjà tombé entre les mains. Puis, la terre s'est asséchée, les plantes sont mortes, les créatures ont muté et l'ordre s'est effondré. Toutes les ressources étaient rares, et les gens étaient prêts à tuer pour une miette. Si vous aviez des réserves, alors vous aviez un pouvoir illimité. Même d'anciens milliardaires et des célébrités étaient prêts à supplier à genoux pour un morceau de jambon ou une gorgée d'eau. Sinon, ils devront aller dans la rue et y trouver la mort. Et maintenant, après sa renaissance, il avait eu le temps, avant la catastrophe, de tout préparer à l'avance. Il entra dans un café et vit 2 jeunes filles qui parlaient fort au bar. L'endroit vendait les légendaires assassins de glace, qui coûtaient plus cher que n'importe quelle autre glace. L'homme fronça les sourcils et y réfléchit. Dans sa vie précédente, il ne s'était pas autorisé à faire cela, mais il l'avait acheté plus d'une fois pour les ordures de Liu Xiaoqing, et il considérait cela comme un terrible gaspillage. Ses yeux s'emplirent de rage, et son cœur se serra rien qu'à se souvenir, alors il allait en profiter. Il s'est dirigé avec assurance vers le bar et a commandé 10 morceaux de chaque sorte de glace. Les filles le regardèrent, choquées qu'un garçon si simple puisse avoir une telle opportunité. La jeune femme au bar doutait de sa richesse et décida de clarifier le sérieux de sa commande. Leur glace était uniquement haut de gamme et 10 portions coûtaient plus de 20 000. Une autre la raillait en lui disant qu'il avait l'air d'un mendiant et a juré qu'elle se mettrait à genoux s'il pouvait payer. L'homme se retourna brusquement vers elle, exigeant qu'elle tienne parole. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il attende réellement d'elle qu'elle s'incline, ignorant ce qu'il pensait être. L'homme sourit, bien décidé à la faire s'incliner à temps. Elle a commencé à se mettre en colère et à se disputer. Il lui montra sa facture de plusieurs millions, exigeant de conditionner toute la glace en portions individuelles, mais la jeune fille allait d'abord appeler le directeur.
Le gérant du magasin, Feiti, s'approcha de lui. L'homme exigea de calculer le coût de toutes les glaces du magasin, laissant entendre qu'il serait fermé aujourd'hui. Le gérant, nerveux, s'est immédiatement mis à compter. Tout en comptant, il se demandait quel genre de client important se trouvait devant lui pour pouvoir dépenser l'équivalent d'un mois de chiffre d'affaires en une seule fois. Leurs glaces étaient moins chères, mais peu de gens en achetaient un. Il a déclaré que les marchandises exposées en vitrine coûtaient 70 000, mais qu'avec le coût de l'entrepôt, le montant atteignait 1 million. L'homme sourit, réalisant que ce n'était pas trop et qu'il allait vider leur entrepôt juste à temps pour l'apocalypse, fermer la maison et manger de la glace. Il a décidé de verser 300 000 livres sterling en garantie et a demandé que toute la crème glacée de l'entrepôt soit livrée à son adresse. L'homme sourit en proposant aux dames la glace qu'elles désiraient. Après tout, lui, Chen Xiao, était prêt à tout payer. Les jeunes filles à l'arrière-plan étaient très ravies de sa générosité et de sa richesse, ce qui le rendait d'autant plus beau à leurs yeux. Mais il lui rappela leur dispute, attendant qu'elle s'incline. Elle ouvrit la bouche, essayant de dire quelque chose. Mais finalement, elle est quand même tombée à genoux et s'est mise à pleurer. Chen Xiao ne comprenait pas pourquoi elle se pavanait ainsi. Le soleil se couchait déjà et il est allé au parc. Il s'assit sur un banc et mangea une glace, comprenant pourquoi elle portait un tel nom et coûtait si cher. Chen Xiao se souvint également de sa capacité en faisant trembler sa main. Un carré noir en émergea. Grâce à cela, il pouvait conserver les choses dans leur forme originale et ainsi toujours avoir de la glace fraîche. Et lorsque l'apocalypse surviendrait, toutes les stars et tous les mannequins s'inclineront devant lui, et il se réjouirait de son succès. Il ne s'attendait pas à ce que les super-pouvoirs renaissent avec lui. Après tout, il n'avait en commencé à s'éveiller qu'au début de l'apocalypse. Chen Xiao ne comprenait pas comment cela s'était produit, mais c'était à son avantage. Ensuite, il prévoyait de créer des abris, des installations de stockage frigorifique, des armes et des réserves d'énergie. À ce moment-là, il a reçu un appel. C'est la même Liu Shaoqing qui l'a appelé. Il décrocha le téléphone, se remémorant sa vie. Lorsque les parents de Chen Xiao moururent, elle apparut comme une sauveuse, et il fut bien naïf de la considérer comme une lueur d'espoir, car elle ne s'intéressait qu'à son héritage. Liu Shaoqing le serra dans ses bras et lui rapporta les paroles de sa mère. Elle lui avait demandé d'acheter un immense appartement en centre-ville, d'y faire signer un disque et de verser une rançon exorbitante. Pour lui, elle était un puits sans fond et elle avait tendu la main jusqu'à lui soutirer tout son argent. Elle l'a manipulé, prétendant qu'il faisait tout cela pour le bien de sa future famille, lui proposant de vendre sa vieille maison juste pour acheter un appartement de luxe en centre-ville. À un moment donné, la main d'un homme l'a plaqué au sol. C'est Liu Xiaoqing qui a présenté à l'homme le matériau, très spécial qu'il recherchait. Chen Xiao réalisa qu'il l'avait protégée pendant tout ce temps, durant l'apocalypse, et qu'elle avait choisi un protecteur plus puissant et l'avait trahi. L'homme n'y voyait aucun inconvénient. Il allait le manger. À la fin, il ne restait même plus de son corps. Mais maintenant, il était prêt à la rembourser intégralement. Pendant ce temps, dans un hôtel de luxe. Chen Xiao décrocha le téléphone et demanda ce qui s'était passé. Elle a tristement annoncé avoir perdu sa chaîne en or préférée lors d'une promenade avec ses amis. Chen Xiao feignit de la comprendre et lui promit d'en acheter un nouveau, mais un sourire vindicatif se dessinait sur son visage. Puis il proposa d'en acheter non pas un, mais 10. Liu Xiaoqing ne s'attendait pas à une telle générosité de sa part. Chen Xiao commença à lui expliquer qu'il avait investi un peu d'argent dans les crypto-monnaies et qu'il avait réalisé un bénéfice, décidant de tout y consacrer. Elle commençait à se demander si tout cela n'était pas une arnaque, mais il voulait le lui prouver lorsqu'il l'aurait gagné à nouveau, et il allait voir les choses en grand. Chen Xiao l'informa avec un sourire qu'il allait emprunter de l'argent pour un investissement important, mais qu'il avait besoin d'un garant et qu'il comptait lui rembourser les intérêts plus tard. Elle n'a pas pu répondre lorsqu'un homme est entré dans la pièce pour savoir pourquoi elle avait mis autant de temps à se laver. Liu Xiaoqing serra l'homme adulte dans ses bras, lui disant qu'elle aurait bientôt terminé. Elle avait reçu 5 000 $ chacun lors d'une nuit passée avec le vieil homme, mais elle comptait gagner davantage en se portant garante pour Chen Xiao. Elle était certaine que Chen Xiao était trop lâche pour la tromper et n'avait aucun doute là-dessus. L'appel était déjà terminé. Il sourit, attendant qu'elle morde à l'hameçon. Mais il est temps de construire sa cachette. Chen Xiao avait acheté un endroit qu'il pourrait transformer en bunker imprenable en un mois. Les fenêtres devaient être en verre composite par balle à barres invisibles, et les murs renforcés par jusqu'à 3 mètres de béton par balle. Le toit devait être recouvert de panneaux solaires et un générateur autonome pour l'alimentation électrique, ainsi qu'un système de filtration d'air ont été installés. Un autre écosystème autonome, comprenant un système d'alimentation en oxygène et de recirculation de l'eau, des portes antidéflagrantes, un système de double contrôle, un système biométrique et une serrure mécanique a également été mis en place. Le colocataire a écouté ses projets.
En un mois, il devait transformer la maison en une forteresse imprenable dotée d'un système de survie. L'homme ouvrit la bouche, sous le choc, sans réaliser qui se tenait devant lui. Paranoïaque ou survivaliste, Chen Xiao commença à soupçonner que le responsable de la protection des refuges ne serait pas en mesure de répondre à ses demandes, même s'il affirmait le contraire. Le maître réalisa qu'il avait affaire à un autre riche fou, endoctriné par la fin du monde, et qui dépensait maintenant sans compter. Chen Xiao lui montra le dépôt d'1 million et lui laissa le choix du reste. Il est arrivé sous le choc, ne s'attendant pas à une telle somme car cette transaction lui coûtera toute sa vie. Mais Chen Xiao l'avertit qu'il était très exigeant sur la qualité et que l'évaluation serait donc rigoureuse. Le maître lui serra la main, lui garantissant une forteresse imprenable. Ils nourrissaient pas tous deux des desseins malveillants l'un envers l'autre. L'un voulait escroquer le client, l'autre n'était pas prêt à lui rendre l'appareil une fois l'apocalypse déclenchée. Chen Xiao pensait que les articles de base étaient faciles à se procurer. Mais le plus grand danger de ce monde post-apocalyptique n'était pas les catastrophes naturelles, mais la nature humaine débridée. Il comptait acheter des armes blanches à la quincaillerie, et les armes à feu capables de tuer sur le champ étaient difficiles à trouver. Il a sorti la main de son téléphone. À ce moment-là, il a reçu un message. Lorsqu'il a contacté la personne, un rendez-vous lui a été fixé à 20 h. Chen Xiao était gêné qu'un tel accord ait été conclu dans un lieu aussi fréquenté. À ce moment-là, on entendit de nombreux pas. Un groupe d'hommes courait après la jeune fille, et elle remarqua un inconnu en chemin. Elle s'est immédiatement cachée derrière Chen Xiao, mais ils allaient l'attraper. La jeune fille, les larmes aux yeux, suppliait qu'on la sauve. Chen Xiao a immédiatement reconnu Li Yu, qui se trouvait là de façon inattendue. Les hommes ont emmené la fille par derrière. Ils l'ont attrapée par les cheveux, alors qu'elle hurlait de douleur. Chen Xiao la regarda avec inquiétude. C'était la meilleure élève de l'école, la déesse qui attirait tous les garçons. Il fronça les sourcils avec insistance. Les hommes ont continué à lui réclamer de l'argent en la tirant par les cheveux. Ses amis ont commencé à lui proposer d'être payés en espèces si elle ne voulait pas rembourser sa dette. Mais Chen Xiao leur a ordonné fermement de la laisser partir. Ils se tournèrent immédiatement vers sa voie. L'un des gars s'est précipité sur lui pour s'occuper du gamin qui avait décidé de les arrêter. Les yeux de Chen Xiao s'emplirent de colère et son front se fronça. Il esquiva brusquement le coup de poing de l'homme et se jeta en avant. Chen Xiao attrapa le bras du bandit et le fit pivoter. Le garçon hurla de douleur. Alors Chen Xiao a profité de l'occasion pour le gifler. Sous le coup, le bandit fut projeté à plusieurs mètres. Il éprouva des émotions négatives telles que la peur, une douleur aiguë et la colère. Soudain, il disposait d'un système qui activait avec succès la collection d'émotions négatives, alors même que ce système n'existait pas dans sa vie précédente. L'un des hommes continuait de retenir Li Yu, menaçant de l'achever. Mais Chen Xiao avait déjà bondi et envoyé une brique volée vers le visage du bandit. Tous ses amis restèrent figés, sous le choc. Un autre homme est soudainement apparu devant eux, ne voulant pas assister à l'agression d'une jeune fille par une foule d'hommes. Tout le monde s'est soudainement mis à courir vers eux pour s'occuper d'eux. Mais Chen Xiao a encaissé son coup de poing, et le second a mis le bandit à terre. Chen Xiao claqua la langue et esquiva le bandit qui tombait. Il gifla le garçon de toutes ses forces. Et ensemble, ils ont dispersé une foule entière. Ils ont donné un coup de pied à l'un d'eux dans la poitrine, juste au moment où il tombait au sol. Finalement, tous les assaillants étaient étendus au sol. Chen Xiao leur a ordonné de déguerpir. Le système a commencé à collecter toutes leurs émotions négatives, ce qui lui a permis de débloquer l'expansion de l'espace. Il sourit, intrigué. Chen Xiao tendit la main à Li Yu, qui ne s'attendait pas du tout à le rencontrer ici. Il l'aida à se relever, craignant qu'elle ne se soit blessée. Puis, il l'a aidée à enfiler sa chemise, mais elle avait encore des choses à faire, alors elle a dû partir en courant. Le deuxième homme a félicité Chen Xiao d'avoir sauvé une belle jeune femme, et s'est présenté comme Mukong. Chen Xiao réalisa qu'il s'agissait de la personne avec laquelle il avait rendez-vous, et Mukeng fut surpris par cette coïncidence. Il adopta une posture semblable à celle d'un roi céleste protégeant un tigre terrestre. Chen Xiao ne comprenait pas ce que faisait cet idiot. Son système a détecté des émotions négatives chez Mukong, à savoir du choc, de la confusion et de la gêne. Chen Xiao accepta finalement le rôle et commença sa pièce où la pagode terrasse le démon de la rivière, expliquant qu'il plaisantait. Mukong comprit la plaisanterie et lui demanda de le suivre. Ils sont allés chez lui, et Mukong lui remit la marchandise des Amirus, qui était fiable et indestructible, mais il n'y avait pas assez de munitions. Il remarqua les talents de combattant de Chen Xiao, et décida d'accorder une réduction à son nouvel ami. Ses mouvements étaient parfaitement maîtrisés, et il était évident que Chen Xiao était un professionnel. Chen Xiao a demandé si le silencieux serait un cadeau, et a demandé une carte de garantie et une boîte de munitions. Musang était choqué par l'audace de son nouvel ami. Il tremblait de rage que Chen Xiang ne lui ait même pas donné le double du prix, et qu'il exige encore une garantie et un cadeau. Mukang était furieux que Chen Xiang ait comparé leur magasin à des appareils électroménagers.
Le système a alors détecté de fortes émotions négatives, de choc et de chagrin. Chen Xiang expliqua qu'il avait simplement posé une question et qu'il allait tout payer immédiatement. Il repassa en revue le reste de son plan. La nuit était déjà tombée. Liu Xiaokong se tenait dans un restaurant chic, vêtu d'une robe élégante. À ce moment-là, un bras s'enroula autour de sa taille. Elle commença à se plaindre que Chen Xiao l'avait fait attendre trop longtemps, ce qui lui donnait les jambes raides. Elle se mit à l'interroger sur son investissement et à lui demander s'il n'était absolument pas risqué. Chen Xiao insista sur le fait qu'il ne s'agissait que d'une formalité et qu'il ne pouvait pas la piéger. Xiaoqing comprit qu'il était bien trop soumis à sa femme pour faire une chose pareille. Tous deux se rendirent chez l'homme, et Xiaoqing commença immédiatement à signer le contrat. Après la signature, l'homme se mit à rire de sa stupidité, car elle ne se portait pas garante, mais prenait simplement toute la dette sur elle, et il imaginait déjà comment elle ne pourrait pas le rembourser, et ils en profitaient Plus tard, elle devrait payer de son corps. Chen Xiao la regarda signer le contrat funeste qui garantirait son refuge. Le maître a assuré à Chen Xian que tous les matériaux de cette maison étaient renforcés selon les normes militaires les plus strictes, qu'il y avait une isolation thermique et phonique, une protection contre les explosions et les forages, et que la maison pourrait même résister à plusieurs frappes nucléaires. Chen Xian le remercia pour son excellent travail, mais c'était au contraire un avantage pour le maître, qui prit sa carte bancaire avec un sourire. Il s'assit sur le canapé et ouvrit la boîte. Des informations diffusées à la télévision avertissaient qu'en raison de la forte activité des éruptions solaires, une chaleur anormale était attendue dans le monde entier. Et les températures dans ces régions vont battre des records historiques, incitant la population à prendre des mesures de protection. Il chargea le fusil et fut heureux. Ça commence enfin. Par la fenêtre, un soleil gigantesque était déjà visible, qui allait bientôt détruire la Terre. Il a été rapporté qu'en raison de l'impact d'une éruption solaire catastrophique, l'ionosphère terrestre subit de fortes turbulences et que des anomalies de température extrêmes sont actuellement enregistrées dans le monde entier. Les citoyens ont été invités à prendre des mesures pour prévenir les coups de chaleur et à éviter de sortir. Chen Xiang savait que ce n'était que le début, même si la température montait déjà rapidement. Le corps de la jeune fille en était trempé de sueur. Il se tenait se planter sur le balcon et n'arrivait pas à savoir quand ce temps épouvantable prendrait fin. Les vendeurs ambulants signalaient une menace mortelle et une hausse des températures pour la semaine à venir. Les stocks s'épuisaient donc et il valait mieux acheter maintenant, sinon il n'aurait là plus une goutte d'eau plus tard. Il voulait simplement tirer profit de cette catastrophe et il allait décrocher le gros lot. On l'avait prévenu que le prix des pastèques était trop élevé. L'homme ne les entendit pas et regarda les corps. Il a commencé à leur vendre des pastèques aussi sucrées que du miel et leur a proposé d'en couper une pour qu'ils puissent la goûter et allait leur accorder une réduction pour 2 pastèques. L'homme continua de flirter avec elle, mais elle ne voulait prendre qu'une seule pastèque. Il insistait pour en acheter davantage tant qu'il le pouvait, car il n'y en aurait plus rien à cause de la chaleur. Un homme âgé l'a abordé pour lui demander de baisser le prix de l'eau, mais il a refusé catégoriquement. Chen Xiao regarda le vendeur en gloussant, et il était terrifié par la cupidité de Li Dafu. Il se souvenait comment, dans sa vie antérieure, il ramassait des objets tombés à terre, et Li Dafu l'attrapa par le col, faisant semblant de le voler. Chen Xiao a insisté sur le fait qu'il n'avait rien volé, mais l'homme lui a tordu le bras. La société tout entière a commencé à le juger pour avoir volé à cet âge-là. Il était paniqué, incapable de prouver qu'il n'avait rien fait. Il renaquit alors avec ses souvenirs et se rendit au magasin. Il jeta un coup d'œil à l'étagère remplie de marchandises. Il y avait des chips en promotion 1 pour 1, mais à un prix élevé. Chen Xiang se tourna vers lui, ne comprenant pas de quoi pouvaient bien être faites les puces à un tel prix. Il se retourna vers lui, sous le choc. Le système a détecté des émotions négatives intenses de dédain. Il lui arracha le paquet de chips des mains, doutant que le type puisse se le permettre. Le système a détecté une gêne chez lui. Chen Xiao se demandait comment il pouvait se soucier des marchandises, doutant qu'il puisse dormir ainsi la nuit. Li Dafu ouvrit la bouche sous le choc sans savoir quoi dire. La rage l'envahit et il ne comprenait pas pourquoi cet homme avait le droit de lui parler ainsi. Chen Xiao lui demanda de se calmer, lui demandant s'il était inquiet à cause de l'insomnie, des douleurs lombaires et de la fatigue constante, et il réalisa que c'était vrai. Li Dafu commença à s'inquiéter. Son trésor avait-il un problème de feng shui ? Il a commencé à le tromper en prétendant avoir un problème avec l'énergie et le point Yin Tang. Et ils l'ont brusquement mis en marche sous prétexte d'inspection. Il s'agissait d'un cas classique d'insuffisance rénale. Li Dafu a tenté de le frapper, ne lui faisant pas confiance et essayant de le chasser du magasin. Il lui a conseillé de prendre soin de ses nerfs, surtout dans cet état, et je lui ai jeté un sou pour une sucette, supposant qu'à ce rythme-là, il finirait lui-même dans la tombe. Ces pièces tombèrent sur le sol avec un bruit métallique. Le système a détecté des émotions négatives intenses de rage. La nuit tomba et un chat noir passa en courant devant le magasin.
Chen San apparut devant lui, se remémorant les souffrances de sa vie passée, comment il s'était laissé piétiner, mais qu'il allait tout rendre avec les intérêts qui s'imposaient. Et il se souvint de ce que le système disait à propos de l'augmentation de la capacité en points d'émotion négative. Le système a absorbé les points et agrandi l'espace de stockage. Il leva la main et utilisa son pouvoir. Un sourire apparut sur son visage. Le jour j'arriva et les oiseaux gazouillaient dans l'arbre. Sous cet arbre, l'Idafu passa de bonne humeur. Mais quand je suis arrivé au magasin, j'ai été choqué. Il entra brusquement, réalisant que quelque chose s'était passé. Tous les rayons étaient complètement vides. Son visage était déformé par la rage, et il ne parvenait pas à comprendre où se trouvaient ses biens. Il se tenait la tête entre les mains, ne sachant pas qui avait pu faire ça. Le système a généré beaucoup d'émotions négatives tandis que Chen Xiao l'observait à travers les caméras. Et il sirota tranquillement son soda à la canette. Il était assis, satisfait, dans son fauteuil. L'Idafu courait dans le magasin en pleurant et en criant, cherchant à se venger de la marchandise. Il s'est effondré à genoux et a éclaté en sanglots et en cris. Tous le regardaient souffrir, ne sachant plus quoi faire sans la marchandise. Les femmes ont entendu dire qu'elles avaient en vue une ombre noire, comme un fantôme. L'Idafu se retourna, choqué par leurs paroles, incapable d'en croire ses oreilles. Le système continuait d'accumuler des émotions négatives sous forme de peur. Chen Xiao mangeait des chips au milieu du bruit, se contentant de revenus passifs. Il allait installer un peu de lumière et lui procurer une stimulation supplémentaire. Pendant que l'Idafu agonisait en arrière-plan, Chen Xiao croquait bruyamment des chips. Tout le monde a remarqué le paquet de chips qu'il tenait à la main. L'Idafu a immédiatement reconnu son objet grâce à son emballage. Il se souvenait que le même homme était venu la veille et s'était plaint du prix des frites. Puis, effrontément, il l'a battu. L'Idafu a saisi le bras de Guo, laissant entendre qu'il avait cambriolé sa boutique. Chen Xiao afficha une mine surprise, sans savoir quoi dire. Il a exigé des preuves avant de procéder à l'agression. Et il a conseillé de ne pas dire de bêtises sans argument, car cela pourrait avoir des conséquences. Chen se remarqua que le magasin était vraiment vide jusqu'à la dernière miette. Alors il décida de partager le reste de ses chips. L'Idafu était certain de sa culpabilité, comme s'il l'avait maudit, et la marchandise avait disparu. Il allait lui soutirer n'importe quoi pour couvrir les pertes. Le système a détecté des émotions négatives sous forme de rage. Chen Xiao a rappelé que ces puces se vendent à tous les coins de rue et qu'il ne bénéficie plus de tels droits exclusifs. La foule reprenait ses paroles en chœur. Mais tous se souvenaient de l'homme qui se plaignait des prix. L'Idafu n'arrivait pas à croire que cet homme ait puisé son courage quelque part. Chen Xiao proposa alors de fouiller sa maison, et s'il trouvait ne serait-ce qu'une chose, il promit de la lui rendre au décuple, mais sinon il prendrait son groupe électrogène de secours. Il accepta l'argument, dans l'intention de voir combien de temps le type tiendrait. L'Idafu tira sur sa main, dans l'intention de lui soutirer un produit et d'en tirer profit. Ils arrivèrent devant une maison plutôt riche, et toute l'assemblée fut choquée par la quantité d'argent. Même le lustre scintillait de richesse. Des vêtements de marque sont suspendus au portant. Et le réfrigérateur était complètement rempli d'aliments différents. Il n'y avait plus de place pour l'or dans le coffre-fort. Chen Xiao, sous le choc, a brûlé l'Idafa et lui a demandé s'il était suffisamment convaincu. Il s'est précipité vers la sortie, réalisant qu'il avait fait une erreur et décidant de chercher ailleurs. Le système a détecté de la honte chez lui. Mais Chen Xiao l'attrapa par le col, ne comptant pas le lâcher si facilement, et lui rappela la promesse d'un générateur. De plus, il y avait une foule de témoins devant lui. Il ne peut donc pas revenir sur ses paroles. L'Idafu fit semblant de ne rien se souvenir ni d'avoir rien entendu. Mais Chen Xiao ne changea pas de sujet. Tout le monde s'est mis à le juger pour avoir renié sa parole sans vergogne. L'homme a tenté de le frapper, mais Chen Xiao lui a attrapé le poing. Il serra le bras et le tordit, ce qui fit tomber l'Idafu qui poussa un cri de douleur. Le système a collecté les émotions de douleur. L'Idafu cria de toutes ses forces, promettant de tout donner. Chen Xiao lui ordonna de se dépêcher avant que la température extérieure ne monte. Il savait que le rationnement d'électricité ne commencerait que dans quelques jours, et l'Idafu serait perdu sans ce générateur. Il s'est enfui rapidement et a refermé la porte derrière lui. Le téléphone posé sur la table sonna, c'était Liu Xiaoqing. Elle s'est aussitôt mise à lui crier dessus, lui disant que des inconnus la poursuivaient depuis 2 jours. Liu Xiaoqing ne comprenait pas pourquoi cela se produisait alors qu'elle venait de signer les papiers. Elle continua de crier, réalisant que le gang d'Océane la recherchait et qu'il l'avait trompée. Chen Xiao continua de jouer son rôle, faisant semblant de tout faire uniquement pour elle et du fond du cœur. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils se mettent à chasser si vite et sans patience. Chen Xiao l'appela, espérant qu'il ne connaissait pas son adresse. Liu Xiaoqing réussit à traverser la route à temps pour brouiller leur piste, mais elle leur ordonna de parler sérieusement. Chen Xiao l'a rassurée en lui disant qu'elle s'inquiétait pour rien et que les gens pourraient la prendre pour quelqu'un d'autre. Il remit le téléphone sur son support et désigna son bureau. Le visage de Liu Xiaoqing brillait d'un agréable choc. Elle vit qu'il avait un délicieux steak de poisson rouge dans son assiette. Mais je ne comprenais pas pourquoi il mangeait ce genre de nourriture.
Chen Qiuese vantait que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg et qu'il lui restait encore beaucoup à faire. Liu Shaoqing ne comprenait pas de quoi il parlait. La chaleur étouffante durait depuis des jours, les provisions valaient désormais leur pesant d'or, et elle ignorait d'où il les avait toutes obtenues. Il a montré comment déguster un délicieux déjeuner et l'accompagner d'un soda bien frais qui désaltère parfaitement. Chen Xiu prit ostensiblement une bouchée du poisson. Xiaoqing a immédiatement reconnu le saumon. Et j'ai commencé à rêver de manger la même nourriture. Chen Xiu lui a demandé si elle avait assez à manger. Elle a avoué qu'elle avait très peur d'être la seule. Et elle a toujours l'impression d'être observée. Liu Shaoqing a proposé de rester avec lui quelques jours, lui proposait de lui tenir compagnie. Chen Xiu sourit en réalisant à quel point elle était radine, ayant déjà succombé au charme de la nourriture coûteuse. Il expliqua qu'il allait bientôt faire encore plus chaud et qu'il n'était pas la peine de ressortir, d'autant plus qu'elle disait toujours qu'une fille ne devait pas donner son adresse et ne jamais le laisser entrer. Chen Xiao demanda l'adresse dans l'intention de venir la chercher le soir même. Liu Shaoqing prétendit qu'il s'agissait de mots très anciens, espérant sa protection, et lui envoya l'adresse. Chen Xiao lui a demandé de l'attendre patiemment sans s'enfuir. Elle pensait qu'il était tombé dans son piège, étant tout aussi naïf. En réalité, Chen Xiao avait déjà constaté à quel point elle était disposée à le laisser entrer pour un simple morceau de nourriture, alors qu'elle était arrogante et inaccessible auparavant. Il s'est immédiatement retourné en entendant des coups. C'était une femme qui frappait, lui demandant d'ouvrir. Chen Xiu se dirigea vers la porte. Il l'ouvrit, reconnaissant Tante Wang sans comprendre ce qui s'était passé. Elle jeta un coup d'œil dans son appartement, sentant la fraîcheur qui y régnait, mais sa climatisation était en panne et son petit-fils était à deux doigts de s'évanouir à cause de la chaleur. Tante Wang commença à le supplier d'entrer pour se rafraîchir un peu. Chen Xiu se souvenait comment, enfant, lui et sa mère ramassaient des bouteilles en plastique et comment elle les avait insultés en les pointant du doigt, ce qui avait provoqué leur expulsion par les agents de sécurité. Et maintenant, il se souvenait de leur quartier. Il était hanté par le souvenir de Tante Wang, les ayant mis à la porte. Elle a essayé d'expliquer que c'était il y a longtemps. Elle se remit à crier, essayant de le faire culpabiliser et de le rendre digne. Chen Xiu décida de ne plus parler, lui rappela qu'au moins lui avait la climatisation et lui claqua la porte au nez. Elle continuait de tambouriner à la porte, insultant ses parents et lui-même. Le système captait sa rage. Chen Xiu se tenait devant la porte, le visage sombre. Et plus tard, j'ai commencé à changer les cartes SIM de mon téléphone. Après cela, il prit le téléphone en main. Il composa le numéro du gang d'Océan. Chen Xiao a immédiatement admis qu'il avait l'adresse de Liu Shaoqing et l'a qualifié de cible facile, qui vivait seul. Il sortit sur le balcon, pensant à Shaoqing. Et je savais que le spectacle commençait enfin. Pendant ce temps, Liu Shaoqing se pomponnait devant le miroir avec l'intention de venir bientôt chez Chen Xiao pour profiter de la climatisation. Elle s'est assise sur le lit. Et elle l'imaginait tout mettre à ses pieds et elle continua à vivre une vie insouciante et facile. Xiaokong s'allongea sur le lit et alluma une cigarette. À ce moment-là, des bruits très forts se sont fait entendre provenant de la porte. Elle l'ouvrit aussitôt, supposant qu'il s'agissait de Chen Xiao, et riait déjà de la façon dont il essayait de lui plaire. Mais à ce moment-là, ses yeux étaient remplis de peur et de choc. Les hommes du gang se tenaient devant la porte, et elle ne savait pas comment ils avaient retrouvé son adresse. Il la gifla et entra dans l'appartement, lui rappelant que sa dette devait expirer aujourd'hui. Liu Shaoqing lui a rappelé que ce n'était pas elle qui avait contracté la dette, mais Chen Xiao, il fallait donc le rechercher. Il lui a montré sous le nez le contrat qu'elle avait elle-même signé, et maintenant elle est obligée de payer. Le patron a ordonné à ses subordonnés de fouiller les lieux, et de trouver quelque chose de valeur. Liu Shaoqing s'est précipité pour appeler Chen Xiao afin qu'il vienne immédiatement, pensant qu'il s'agissait d'une erreur, tandis que les hommes commençaient à saccager son appartement. Plus tard, le patron s'est assis sur le canapé et devant lui se trouvaient les objets les plus chers. Liu Shaoqing le regarda avec un visage effrayé. Mais le patron ne pensait pas que ces choses avaient de la valeur, car elles ne permettent même pas de couvrir les intérêts. Ils m'ont rappelé qu'ils étaient venus ici en plein enfer et qu'ils ne pouvaient pas repartir les mains vides. Les hommes se tenaient devant elle tandis qu'elle tentait d'expliquer que Chen Xiao détenait tout l'argent. Elle lui a dit qu'il avait beaucoup de provisions et qu'il viendrait bientôt la secourir. Liu Shaoqing leur a demandé d'attendre un peu pour récupérer leur argent. Lorsqu'elle a essayé d'appeler Chen Xiao, l'appelant n'était pas disponible. Et il en fut ainsi à chaque tentative. Elle serrait le téléphone dans ses mains tandis qu'il sonnait sans fin. Xiaoqing s'est rendu compte qu'il ne répondait pas au téléphone. Mais elle ne comprenait pas comment c'était possible, et ses yeux se remplirent à nouveau d'horreur. Elle était nerveuse et suppliait qu'on attende pour pouvoir passer. Le patron lui a arraché le téléphone des mains, lui faisant clairement comprendre qu'elle venait d'être vendue et qu'elle était désormais obligée de rembourser sa dette. Liu Shaoqing le regarda bouche bée, incrédule. Ils l'ont attrapée par les cheveux alors qu'elle suppliait qu'on la relâche. Xiaoqing les avait envoyés à Chen Xiao car c'était tout ce dont ils avaient besoin.
On pouvait entendre ses cris dans toute la maison tandis qu'il la traînait par les cheveux dans la pièce. La porte claqua. De là, je ne pouvais entendre que ses cris, tandis que le téléphone, posé au sol, continuait de sonner. Chen Xiao était assis chez lui et sirotait du vin tandis que son téléphone affichait des appels. Il se contentait de laisser Xiao Qing goûter véritablement à la passion à la passion de l'apocalypse. Un certain temps passa. Le patron commença à s'habiller. Xiao Qing, allongé sur le lit, gémissait doucement. Il a claqué la tasse sur la table. Il lui a demandé des informations sur les provisions de Chen Xiao. Xiao Qing a indiqué que l'établissement était climatisé, proposait des boissons fraîches et de la nourriture en abondance. Et tout cela se passait chez lui. Elle m'a supplié de le retrouver, expliquant qu'elle n'avait vraiment rien. Le patron l'a brutalement jeté en arrière sur le lit. Son histoire l'intéressait, et il avait l'impression d'avoir mis la main sur un gros poisson. Il a appelé son équipe pour qu'elle se rende sur la cible. Et ils quittèrent sa maison. Xiao Qing s'assit sur le lit et pleura de rage, savourant sa tromperie et lui souhaitant une mort terrible. Une foule immense marchait le long de la route nocturne. Tante Chen dirigeait une bande de bandits, prévoyant de les utiliser pour se venger de Chen Xiao, qui possède la climatisation et une montagne de nourriture. L'homme appréciait ces informations et était prêt à la rembourser plus tard. La vieille femme sourit, pas surprise qu'il soit le grand patron. Elle pouvait déjà imaginer Chen Xiao agenouillé devant lui, offrant son appartement à tante Wang. Ils approchaient Anne déjà de la maison. Le patron a remarqué que le type occupait un poste important. Et ils ont regardé son bon cœur. L'un des bandits décida de montrer au chef comment il pouvait facilement défoncer la porte d'un seul coup. Mais en s'approchant, il a marché sur le laser. C'est pourquoi il a été immédiatement électrocuté. Il a perdu connaissance, mais tout le monde a cru qu'il faisait une crise d'épilepsie. L'un d'eux le prit par l'épaule pour le relever. Mais ils ont tous été électrocutés à proximité alors qu'ils hurlaient de douleur. Tout le monde les regardait bouche bée, sans comprendre ce qui se passait. À ce moment précis, un énorme haut-parleur se fit entendre sur le toit de la maison. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait, et le système a capté leur perplexité. Par haut-parleur, quelqu'un leur a souhaité bonne chance, ce qui apporte joie et amour. Elle continuait de leur souhaiter bonne chance tandis que la foule était électrocutée. La foule entière comprit que l'entrée était électrifiée et reniée. Le système a continué d'accumuler beaucoup d'émotions négatives de choc et de panique. Il était assis chez lui et fredonnait doucement dans le microphone, les regardant à travers les caméras, heureux qu'ils aient immédiatement trouvé le réseau électrique. Le patron essayait de lui ordonner de rembourser ses dettes, même si sa voix tremblait. Tante Wang remarqua qu'il avait de l'argent pour les réparations, mais pas pour la dette. Il se tourna vers eux et leur expliqua que son appartement avait coûté 4 millions. Et cela suffisait à couvrir sa dette de 3,5 millions. Mais Chen Xiao lui a rappelé que c'était le devoir de Xiao Qing d'aller la voir. Le patron ne savait pas quoi dire, mais les approvisionnements étaient importants en ce moment. Ils se tournèrent vers lui conseillant de se disperser de manière pacifique. Mais ils continuèrent à le menacer, lui intimant de ne plus chercher les ennuis. C'est alors qu'il appuya sur le bouton rouge, et ils ont tous été électrocutés. Les garçons ont crié qu'ils n'en pouvaient plus. Le système a absorbé leur douleur et leur désespoir. Le patron assista à la scène avec horreur, et ils se sont tous mis à courir en même temps, mais ils ont promis de revenir et de ne pas laisser les choses comme ça. Tante Wang fixait le vide avec horreur, ne comprenant pas à quoi elle s'attaquait. À présent, cette maison lui paraissait être un sacré bâtiment. Le jour J arriva, et la température extérieure dépassait les 50 degrés. Mais Chen Xiao était au comble du bonheur, allongé sur le canapé, à déguster de délicieux plats sous la climatisation. Les médias ont rapporté des informations urgentes concernant des décès dans la région dus à de graves coups de chaleur. À ce moment-là, son téléphone vibra. Dans la conversation, tout le monde a commencé à humilier Chen Xiao, pensant qu'il était cruel et qu'il profitait de tous les avantages sans contrepartie. Les autres voisins ont commencé à les soutenir, leur montrant qu'en de tels moments, ils ont besoin de s'entraider. Ils parcoururent les longues plaintes sans intérêt. Grâce à cela, le système a capté leurs émotions négatives de rage. Chen Xiao se tenait devant son grand réfrigérateur rempli de nourriture. J'ai pris une photo de lui avec un sourire. Il l'a délibérément jeté dans la discussion générale, faisant semblant d'être prêt à partager, et tout le monde a commencé à le supplier de les aider. Mais il leur écrivit qu'il n'allait pas organiser de cantine caritative pour eux, exigeant un échange équivalent. Puisqu'il refusait de les aider comme ça et les laisser souffrir, tout le monde recommença à l'insulter. Il soupira et s'assit sur le canapé. À ce moment-là, Chen Xiao remarqua quelque chose. Le système annonça que son score d'émotions négatives avait atteint 3000 et qu'il pouvait désormais améliorer sa compétence. Celle-ci serait capable de créer une fissure infinitésimale dans le vide, capable de trancher n'importe quel objet au contact. Chen Xiao s'intéressait à cette intersection spatiale. Il y avait une pomme rouge sur la table. Il frappa, utilisant ce nouveau pouvoir, et la pomme se fendit aussitôt en deux. Il devenait de plus en plus intéressé. La nuit était déjà tombée.
Liu Xiaoqing sortit de la voiture rouge vêtue d'une robe élégante. Le patron était assis à l'intérieur en train de fumer. Il est sorti de la voiture et a parlé à Xiao Zhang, qui a révélé où se trouvait Chen Xiao. Xiao Zhang a confirmé qu'il se trouvait dans le bâtiment situé à l'arrière. Puis le patron a pris Xiaoqing dans ses bras, et il lui a demandé si elle aurait pitié de lui, puisqu'il était son ex-petit ami. Liu Xiaoqing jurait que frère Ai était le seul homme dans son cœur. Chen Xiao considérait cela comme de simples déchets inutiles, et tous deux étaient prêts à garantir sa mort. À ce moment-là, une silhouette apparut derrière le mur. Ce sont Li Dafu et un autre voisin qui ont accepté de révéler l'adresse de Chen Xiao pour lui donner une leçon. Le patron était satisfait et comptait les récompenser plus tard. Li Dafu décida de leur montrer un raccourci. Dans la rue, à ce moment-là, tout le monde se battait pour obtenir les moindres ressources. Li Dafu regarda autour de lui et eut peur. Il constata que son magasin, qui était devenu sa maison, était cambriolé, mais qu'à présent, il ne lui appartenait plus. Tout le monde était horrifié par la brutalité des bandits. Ils avaient tous été roués de coups et n'avaient désormais plus aucun moyen de survivre, car ils avaient autrefois fait confiance aux bandits. Le patron est apparu devant la maison de Chen Xiao. Il se trouvait au milieu d'une foule immense. À ce moment-là, il sortit et jeta une chaise inutile. Et j'ai mangé un délicieux morceau de steak. Il s'assit sur une chaise, se demandant ce qu'il voulait en. Le patron, horrifié par son jeu de frimeur, lui a ordonné de lui remettre ses provisions. Chen Xiao s'essuya intelligemment la bouche avec un chiffon. Il m'a rappelé que ce n'est pas une question de bonne manière d'interrompre une personne pendant qu'elle mange. Le patron écarquilla les yeux sous le choc. La rage l'envahit et il ordonna à ses hommes de s'emparer de lui. Mais Chen Xiao esquiva habilement chaque attaque. Il se retrouva alors face à face avec l'un des bandits, le frappait à la tête avec une assiette et le piétinait au sol. L'un d'eux s'est jeté sur lui avec une masse d'armes. Mais Chen Xiao lui donna le premier un coup de pied, lui faisant lâcher son arme des mains. Quelqu'un a brandi une hache contre lui. Et Chen Xiao réalisa que c'était le bon moment pour utiliser la barre oblique spatiale. À ce moment-là, une grenade non identifiée atterrit au sol. Une seconde plus tard, elle explosa en un épais nuage de fumée, obscurcissant la vue. Le chef se mit à tousser, réalisant qu'il s'agissait de gaz lacrymogène, et ordonna à tout le monde de battre en retraite. La hache a volé à toute vitesse et est tombée au sol. À ce moment-là, une voix s'éleva derrière lui, surprise par son talent. Chen Xiao ne savait pas ce qu'il faisait là. C'est Mukang qui tenait les grenades et qui voulait lui offrir quelque chose de précieux. Ses yeux brillèrent à la vue de l'eau froide à cette heure de la journée. Il lui donna une bouteille, mais il ne comprenait toujours pas pourquoi il s'aventurait en territoire hostile. Mukang a avoué que Liu Haifeng lui volait son entreprise et qu'il l'avait traqué pendant plusieurs jours. Il était arrivé ici, suivi de près par Mukang, et la cible du chef était Chen Xiao. Il remarqua que les provisions commençaient à manquer, mais il en perçut surtout la quantité, sachant qu'une telle chose ne pouvait se faire sans relation. Chen Xiao réalisa qu'il était en train de déterrer quelque chose. Je lui ai demandé directement ce qu'il insinuait. Mukang ne voulait pas se mêler de ses affaires, mais Liu Haifeng achète et dissimule actuellement d'énormes quantités d'eau pure et il souhaiterait s'associer à Chen Xiao pour s'en emparer. Il connaissait parfaitement ses cibles et proposa de se charger de l'extraction minière tandis qu'il s'occuperait de la revente. Chen Xiao réfléchit, réalisant que par cette chaleur, l'eau serait vraiment la ressource la plus précieuse. Et ils ont proposé de travailler ensemble. Mais j'ai posé comme condition que cela prenne 90%. Mukang a été choqué par ces pourcentages. Le système a enregistré ses émotions négatives. Chen Xiao a refusé de poursuivre la discussion s'il n'était pas d'accord. Mukang lui saisit la jambe, le suppliant de prendre au moins 21%. Il savait que Chen Xiao était trop sûr de lui, alors il avait un atout dans sa manche, et il était le seul à pouvoir gérer cette situation. Chen Xiao avait accepté ses conditions, mais maintenant, s'il avait un nouveau produit, il devrait d'abord lui laisser le choix et ne vendre que les invendus. Muga soupira mais acquiesça. Chen Xiao a posé la première étape. Il fallait établir un plan pour renforcer et répartir le personnel. Ils arrivèrent sur les lieux et Mukang lui montra l'emplacement de la base d'opération de Liu Haifeng. Les personnes assoiffées payaient une fortune ou échangeaient des biens. Des hommes armés patrouillaient autour de la base. De l'autre côté se trouvait un groupe de filles détenues pour les services Ibzansan, services spéciaux. Parmi eux, Liu Xiaoqing se trouvait également. Au-delà se trouvait une zone de stockage d'eau, mais son emplacement exact n'était pas encore clair. Chen Xiao décida de s'infiltrer discrètement, et si un problème survenait, Mukang devrait créer une diversion. Il était stupéfait que le type ait décidé d'y aller seul. Il a promis qu'il avait ses propres méthodes et est parti en mission. Au bout d'un moment, Chen Xiao traversa le territoire. Mais à ce moment-là, un homme armé l'a interpellé par derrière, lui demandant sa carte. Il lui montra une carte, expliquant que le patron l'avait envoyé vérifier l'approvisionnement en eau. L'homme, bien sûr, n'y croyait pas. Chen Xiao pensait qu'il n'avait utilisé la tranche spatiale que pour couper des pommes, mais maintenant il voulait l'utiliser sur un autre objet, alors il posa sa main sur son épaule.
À ce moment-là, il utilisa un pouvoir et l'ouvrit. L'homme s'est effondré à genoux et haleté de douleur. Son sang jaillit. Alors qu'il tombait, un autre bandit apparut derrière lui. Il pointa son arme sur l'ennemi. Mais Chen Xiao esquiva habilement toutes les balles et utilisa à nouveau la tranche spatiale. L'homme a tout simplement été coupé en deux. Tout le monde accourut aussitôt au son des combats et une immense foule de bandits apparut. Mais pendant leur fuite, Chen Xiao se cacha derrière le mur. À ce moment-là, une main apparut dans l'obscurité. Chen Xiao se retourna effrayé. Les bandits rôdèrent autour de la zone de stockage d'eau à sa recherche. C'est Liu qui lui a demandé de se taire. Chen Xiao ne s'attendait pas à la rencontrer ici. Il s'est avéré qu'il avait été volé et elle a pensé que la même chose lui était arrivée. Il a commencé à lui demander s'il savait où était stockée la réserve d'eau. Liu a répondu qu'elle avait été forcée de nettoyer les caves et qu'elle avait donc mémorisé le chemin. Tous deux regardèrent le seau et ils l'ont jeté en direction des bandits pour détourner leur attention. Tout le monde s'est immédiatement précipité dans la direction du bruit. Mais ils s'étaient déjà échappés et Liu l'emmena du côté où il n'y avait pas de caméra. Ils passèrent prudemment devant les garages. Chen Xiao lui a ordonné de trouver un endroit où se cacher et de l'attendre. À ce moment-là, il a utilisé son pouvoir. Il posa sa main sur le mur. Sa puissance commença à fissurer le mur en morceaux. Et en un instant, il a complètement cédé. L'un des bandits était terrifié, ne comprenant pas ce qui s'était passé. Chen Xiao lui lança un regard inquiétant. Il l'a rapidement coupé en deux. Il n'a même pas eu le temps d'émettre un son. Li Yu remarqua qu'il était parti depuis longtemps, alors elle passa voir ce qui se passait. L'entrepôt d'eau était entièrement en flammes. Elle courut à l'intérieur, essayant de le trouver. Et au milieu de la fumée, elle aperçut une silhouette. Par peur, Liu a brandi la brique. Mais il n'y avait que Chen Xiao devant elle. Il leur a ordonné de partir. Un pistolet apparut dans ses mains. Et il s'élança dans le ciel. Le tir a explosé comme un feu d'artifice. Musso remarqua immédiatement le signe et fut surpris que Chen Xiao ait réellement réussi à le faire. À ce moment-là, il est arrivé avec une voiture pleine de cocktails Molotov. Et ils les ont rapidement jetés du toit. Ils ont incendié la base principale. Et tout le monde essayait d'évacuer. On leur a ordonné de s'éloigner de la bombe. Chen Xiao et Liu quittaient calmement les lieux en empruntant les toits. À ce moment-là, il remarqua quelque chose. Il fut soudain enlacé par Liu Xiaoqing qui le supplia de l'emmener avec lui. Il la regarda et elle lui rappela leur relation. Xiaoqing l'a supplié de la faire sortir de là et alors elle ne lui en voudrait plus de l'avoir utilisée. Chen Xiao se moqua d'elle car elle ne comprenait pas ce qui se passait. Xiaoqing continuait de pleurer, ne sachant que dire. Elle était forcée de servir des hommes tous les jours. Et si elle refusait, il la ramenait de force. Et comme elle n'avait vraiment nulle part où aller, elle a supplié qu'on l'emmène avec elle, et elle aurait tout fait pour cela. Chen Xiao lui a rappelé comment elle s'était moquée de sa pauvreté et l'avait traité de raté, comment elle l'avait trompé et comment elle avait aidé Haifang à le tuer. Il la regarda dans les yeux et ceux-ci étaient emplis de choc. Il s'imaginait mourir. Dans sa vie antérieure, elle l'avait réduit en miettes, et elle ignorait qu'elle finirait ainsi. Elle le toisait du regard tandis qu'on le tuait. Chen Xiao la poussa au sol, la jugeant pitoyable. Il ordonna brusquement à Liu de s'éloigner. Elle regarda Xiaoqing partir. Liu Xiaoqing était furieuse de son manque de cœur et décida de tous les tuer. Le système a détecté une haine qui atteignait des sommets. Tout le monde cherchait des réserves d'eau qui auraient sans dû être intactes. Le patron s'est précipité à l'intérieur du coffre-fort. Mais à l'intérieur, tout était brûlé. Sur le mur se trouvait une inscription menaçante qui promettait de lui ôter la vie après son entrée dans l'eau. Il hurla de rage, ignorant qui avait fait ça. Liu Xiaoqing était à genoux, avouant que Chen Xiao était le coupable, et lorsqu'elle a tenté de l'arrêter, il l'a battu. Elle a fait semblant que Chen Xiao couvrait le patron en l'insultant. Elle le serra dans ses bras. Elle a dit qu'il allait tous les tuer. Le chef a ordonné à tout le monde de courir vers la porte sud pour ne pas rater le monstre. Les garçons observèrent de loin, surpris par le tumulte. Mais alors qu'ils se tenaient là, une foule immense de bandits apparut devant eux, accompagnés de leur chef. Il se frotta la barbe en le regardant. Chen Xiao fut surpris qu'ils n'aient pas perdu une seule minute. Les bandits reçurent l'ordre de les capturer. Mais Chen Xiao a simplement relancé le flambeau, et ils étaient entourés d'un immense mur de feu. Le patron Liu hurla de toutes ses forces, jurant qu'il le tuerait. Le système pouvait ressentir la haine qui l'envahissait tout entier. Chen Xiao le remercia pour ses émotions si vives. Son score émotionnel atteignit 3000 et il reçut une nouvelle compétence appelée « barrière spatiale ». Au bout d'un moment, ils sont arrivés chez eux. Muzan exultait de bonheur en voyant à quel point Chen Xiao était cool. Ils dressèrent une table somptueuse tandis que Mukang se réjouissait en essuyant le nez de Haifang. Il y avait de la viande, des légumes et du bouillon chaud sur la table. Liu le remercia sincèrement pour tout, car elle pensait qu'elle ne survivrait pas à cet enfer. Chen Xiao ne s'attendait pas à ce qu'elle le remercie. Ils étaient quand des camarades de classe et il était prêt à l'aider. Grâce à lui, elle croyait encore qu'il existait des gens dignes de confiance. Muzan s'émerveillait de leur histoire de sauvetage de la beauté. Il voulait savoir comment Chen Xiao avait fait cela.
Chen Xiao a vidé tout l'entrepôt à lui seul et a ramené une quantité importante d'eau. La pièce entière se remplit soudainement d'aubergines gorgées d'eau, mais il ne dévoila pas ses secrets, conseillant simplement de réfléchir à son stockage. Mukang était sous le choc, ne s'attendant pas à un nombre aussi important. Il a commencé à interroger Li Yu sur sa vie après l'obtention de son diplôme. Il s'est avéré qu'après l'obtention de son diplôme, sa famille a connu un deuil. À ce moment-là, elle se tue. Dans le flashback, Li Yu se rend à la maison, mais ses parents n'y sont pas. Ils ont tous deux disparu en même temps. Les gars étaient choqués par ce qu'ils ont entendu. À ce moment-là, des flammes sont apparues à l'extérieur de la fenêtre. Dehors, tout était en feu. Toutes les rues étaient en flammes tandis qu'ils observaient la scène depuis le balcon. Les caméras ont montré comment les bandits ont lancé des bombes sur la maison. Et tous criaient, suppliant d'être sauvés. Mu-Tsang comprit immédiatement la manœuvre de Haifang, sans toutefois saisir ce qu'il cherchait à accomplir. Là, Yune savait pas quoi faire. Chen Xiao réfléchit, réalisant qu'il voulait susciter sa pitié en tuant des innocents, mais qu'il n'était plus le même saint que dans sa vie précédente, étranglé par sa propre conscience. Haifang voulait voir combien de temps il pouvait rester chez lui pendant qu'il réduisait le pâté de maison en cendres. Tout le monde louait son plan ingénieux qui leur permettrait de brûler des gens, tandis que d'autres suffoqueraient à cause de la fumée. Le patron était certain qu'il ne serait pas vaincu. Il voulait que Chen Xiao en paye le prix. Toutes les maisons de la rue étaient en flammes. Mu-Tsang ne voulait pas abandonner, car eux aussi finiraient par mourir d'asphyxie. Chen se contenta de sourire. Mais il avait prévu cette situation en construisant un abri doté d'un système d'extinction d'incendie de première classe. Il a appuyé sur le bouton rouge, et de sa maison tout commença à se déverser de l'eau. Des banques ont également commencé à voler à partir de là. À l'intérieur se trouvait un anneau aérogel qui éteignait silencieusement tout ce qui l'entourait. Mu-Tsang fut agréablement surpris de posséder une telle technologie. Li Yu le regarda également, l'air surpris. Le patron regarda le feu s'éteindre peu à peu. Et j'ai ressenti une résistance de sa part. Les bandits ont donc continué à lancer des bombes sur tout ce qui se trouvait à proximité. Et toutes les rues continuèrent de brûler. Le patron leur ordonnait de continuer, persuadé que Chen Xiao n'y arriverait pas. Mais on l'a informé d'un manque de carburant et le gel blanc empêche le feu de se propager. Il reprit le haut-parleur. Chen Xiao se tourna vers le patron Liu et lui dit d'aller chercher un verre d'eau glacée à l'intérieur. Le système s'empara violemment de ses émotions. Le chef a changé d'avis et ne comptait pas simplement tuer Chen Xiao. Sa maison était totalement imprenable, fortifiée et parfaitement autonome. Il convoitait donc cet abri. Puisque la force brute n'avait pas fonctionné et que les attaques incendiaires avaient échoué, il décida de détruire ce qui restait de la civilisation. Les voisins étaient impuissants et hurlaient de peur. Chen Xiao tenait le haut-parleur dans ses mains, bien décidé à ne pas reculer. Tous les voisins étaient ligotés chez le patron Liu, qui attendait la sortie de Chen Xiao. Ils pleuraient déjà et le blâmèrent d'avoir mis le patron en colère, et maintenant il souffrait d'un. Mu-Tsang serra le poing de rage contre Haifang, prêt à s'échapper et à le réduire en miettes. Chen Xiao ne se laisserait pas berner par sa manipulation des otages. Le patron réalisa que Chen Xiao ne réagissait pas, alors il emmena le vieil homme s'occuper de lui sous leurs yeux. Il a immédiatement reconnu grand-père Wang. Chen Xiao se souvint comment son oncle Wang avait essayé de le sauver. Il se tendit. Il ordonna à Mukang de rester en arrière et de protéger Li Yu pendant qu'il parlait avec le patron Liu et réglait ses dettes. Chen Xiao ouvrit la porte et sortit. Il apparut aux côtés de Haifang et lui ordonna de ne pas impliquer d'autres personnes dans leurs griefs. Le patron était fou de joie en le voyant enfin apparaître. Il se demandait comment Chen Xiao pouvait se comporter en héros et ordonna le remboursement de la dette et de l'eau. Chen Xiao sourit à ses blagues, mais l'héroïsme ne l'intéressait pas. Il considérait ce massacre insensé comme un simple ennui et un mauvais présage pour le karma, et ayant entendu dire que Haifang avait fait fortune au casino, il lui proposa un pari. S'il gagnait, il renoncerait à tous ses biens, et s'il perdait, il laisserait partir le vieux Wang et quitter la région. Haifang rit, mais il sortit tout de même le gobelet à dés de sa poche. Il lança l'objet en direction de Chen Xiao avec l'intention de désigner comme gagnant celui qui aurait fait l'offre la plus élevée. Chen Xiao attrapa le gobelet avec adresse, et en mettre immédiatement plus. Ils se firent face déclarant un duel. Haifeng commença à remuer les dés d'un air professionnel, et Chen Xiao a répondu. Ils se mirent à crier de rage et d'excitation. Au même moment, ils posèrent les gobelets sur la table. À ce moment-là, il appuya sur le bouton de son gobelet, et tous les dés à l'intérieur se sont transformés en 6. Lorsqu'il leva la coupe, tous ses subordonnés acclamèrent de la victoire du patron. Mais Chen Xiao m'a demandé de ne pas tirer de conclusions hâtives. À ce moment-là, il a utilisé une barre oblique spatiale. Il prit le gobelet, qui n'était rempli que de cubes coupés en tranches,
Chen Xiu fit semblant que leurs dés étaient de mauvaise qualité, tandis que le patron et ses complices restèrent de bouche bée, sous le choc. Tous les voisins étaient horrifiés de voir les cubes coupés en deux. Grâce à cela, le score de Chen Xiao au dé a atteint 21, ce qui lui a permis de battre largement Haifang. Il a donc immédiatement ordonné la libération des otages. Le patron serra les dents de colère, ne sachant que dire. Il fut brutalement choqué que Chen Xiao ait osé tricher. Le système concentra sa rage. Il s'est jeté sur lui, un poignard à la main, avec l'intention de l'achever. Tout le monde ferma rapidement les yeux pour éviter de le regarder. Mais Chen Xiu se contenta de sourire, pensant que c'était le moment idéal pour tester une nouvelle compétence. Il a habilement esquivé le coup. À ce moment-là, une grenade atterrit derrière lui. Elle est tombée au sol, et tout était rempli de fumée. Ses subordonnés essayèrent enfin de sortir le patron de la fumée. Lorsqu'ils l'ont trouvé, il leur a immédiatement ordonné de le poursuivre et de le tuer. Mais il était inutile de le chercher, car Chen Xiao se tenait au même endroit. Haifang le pointa aussitôt du doigt, leur ordonnant de l'attraper. Il leur a ordonné de tirer. Mais pendant qu'ils tiraient, l'un d'eux fut transpercé en deux par quelque chose, et puis le deuxième juste devant le patron. Chen Xiu se tenait immobile comme une statue. Haifang n'en eut cure et pointa l'ogive nucléaire sur lui pour enfin le tuer. Il lui a tiré dessus en lui disant de mourir. Mais son projectile a stoppé le bouclier qui constituait la nouvelle technique de Chen Xiao. Une barrière spatiale l'entourait. L'ogive a percuté le bouclier et s'est brisé en morceaux. Haifang n'en croyait pas ses yeux. Il était terrifié à l'idée que Chen Xiao ait réussi à arrêter le missile. Chen Xiu se moqua de lui, l'humiliant en lui faisant remarquer qu'il était en train de perdre devant tant de gens. J'ai supposé qu'il refuserait leur pari. À ce moment précis, d'un simple geste de la main, il réduisit l'ogive en plusieurs morceaux. Il marcha d'un pas calme vers Haifang. Il laissa tomber son arme, pris de peur, et tenta de reculer. Chen Xiao a rapporté que Haifang n'était pas en mesure de négocier. Au fond de lui, le patron Liu savait que Chen Xiao n'était pas si naïf. Il expliqua que le patron avait déjà eu des ennuis en dépassant les bornes et qu'il était temps de régler ses comptes. Haifang savait que ses munitions étaient presque épuisées et que la guerre s'apparenterait désormais à un suicide. Mais Chen Xiao était une véritable mine d'or avec une cachette aussi secrète. Il pensa qu'il valait la peine d'essayer de l'attirer dans ses rangs pour compenser ses pertes. Il fit une grimace douloureuse. Et ses yeux pétillaient lorsqu'il qualifia leur dispute de malentendu, et suggéra qu'ils apprennent à mieux se connaître et à négocier. Il s'est agenouillé et a commencé à proposer son aide pour survivre. Haifang lui confia son stock de médicaments, très précieux à l'époque, et proposa d'en partager la moitié. Chen Xiu semblait pensif. J'ai posé la main sur son épaule, prenant ses paroles pour un argument. Mais il murmura qu'il disposait de plus d'abris et de plus de provisions qu'il ne le pensait. Haifang sourit, pensant que les pilules seraient plus importantes que la nourriture, et proposa donc de faire équipe, car il connaissait le code de l'entrepôt abandonné. Chen Xiu accepta son accord. Il a annoncé que l'incident d'aujourd'hui prendrait fin ici. Haifang était d'accord avec lui, considérant qu'il s'agissait d'un simple malentendu. Il le renvoya chez lui avec l'intention de discuter des conditions un autre jour. Aucun de ses subordonnés ne comprenait ce qui se passait. Mais il nous a simplement ordonné de partir. Chen Xiao regarda la foule s'éloigner. Il m'a rappelé que le code ne pourrait pas l'arrêter, car il défoncerait tout simplement la porte. Plus tard, Chen Xiao s'est approché de l'oncle Wang et lui a promis que tout le monde partirait. Tante Wang regardait avec indignation. Sa bouche s'ouvrit de peur. Son oncle le remercia sincèrement de l'avoir sauvé et promit de l'aider. Il expliqua qu'il était trop âgé pour combattre au front, mais qu'il pouvait encore lui rendre de petits services. Chen Xiu apprécia ses intentions, mais le renvoya chez lui se reposer. La nuit tomba, et une lune rouge recouvrit la rue. Le patron et ses employés rentraient chez eux à pied, et tous disèrent avoir très peur de mourir des mains de ce Chen Xiao. Haifeng le considérait comme naïf, pensant que Chen Xiao croyait en leur accord. Il décida de gagner du temps et de jouer le jeu, et lorsqu'il aurait récupéré ses provisions, il le tuerait. Tous les bandits pensaient bon que le chef était un génie, et ils étaient bon sûrs que Chen Xiao ne pourrait pas les maîtriser. Mais Haifeng y voyait tout de même quelque chose d'étrange, constatant qu'il était même impossible de l'atteindre avec des obus d'artillerie. Il a ordonné à l'un d'eux de vérifier les antécédents de Chen Xiao. Mais à ce moment précis, le coup de Haifeng fut tranché. Tout le monde était sous le choc, mais ils allaient s'enfuir. Le corps de Haifeng gisait toujours dans la ruelle. C'est Chen Xiao qui se tenait sur le toit et qui l'a tué. Il a fait ses adieux officiellement à Boss Liu. Les médias ont diffusé une alerte d'urgence concernant une crise thermique mondiale hors de contrôle, et l'écosystème est désormais au bord de l'effondrement. Les autorités ont officiellement conseillé aux résidents soit de migrer vers le nord pour se réfugier dans des abris gouvernementaux, soit de rester sur place et d'attendre les secours. Chen Xiu savait que ce refuge du nord se transformerait bientôt en purgatoire, et que le salut n'était qu'une illusion.
Le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Et très bientôt, des bêtes mutantes résistantes à la chaleur dévoreront tout ce que la civilisation a créé. Et les êtres éveillés apparaîtront parmi le peuple, mais ils se diviseront aussi en factions dans la lutte pour les ressources et commenceront à s'entre-détruire. Par conséquent, Chen Xiao n'allait pas se contenter de protéger l'abri. Il voulait en faire le dernier bastion de survie dans cette apocalypse. À ce moment-là, les voisins dans la rue continuèrent de crier et d'annoncer qu'ils mouraient de faim et que leur maison était incendiée. Ils savaient qu'ils s'étaient approprié un magnifique abri avec tout le confort nécessaire, et ils n'osaient même pas le partager. La foule commença à frapper à sa porte, lui rappelant que c'était de sa faute s'il se trouvait dans cette situation. Ils avaient en décidé de partager l'abri et allaient en désormais y vivre à tour de rôle. À ce moment-là, Chen Xiao écoutait tranquillement de la musique et se préparait son petit déjeuner. Il a pris une photo de son steak fraîchement cuit et je l'ai partagé dans une conversation de groupe pour rendre tout le monde jaloux. Le système a collecté des sentiments d'envie et de rage. Chen Xiao souriait en voyant leur rage inutile. Les voisins ont poussé des cris de choc et de colère. Il a jeté le téléphone au sol avec l'intention de le détruire s'il ne voulait pas coopérer. Chen Xiao allait quitter la maison pour enquêter et se rendre à l'entrepôt du district ouest. Mais lorsqu'il sortit, il fut accueilli par un vent violent. Lorsque Chen Xiao leva les yeux, un couperet volait déjà devant son visage. Il se raidit brusquement. Je l'ai esquivé habilement, de sorte qu'il s'est écrasé contre la porte. Tous les voisins se sont jetés sur lui, armés de couteaux, avec l'intention de le tuer. Mais il n'avait pas peur et il se jeta sur lui. Il a saisi le poignet de l'homme. Il lui tordit brusquement le bras, le faisant crier de douleur. À ce moment-là, Chen Xiao lui retira le couperet des mains. J'ai visé son bras. Mais il fut interrompu par un autre homme qui se précipita lui aussi pour le tuer. Chen Xiao se concentra. En quelques mouvements, il a abattu plusieurs personnes d'un coup, et ils tombèrent en raides morts au sol. Le type est tombé la tête en bas et a failli se casser le crâne. Chen Xiao commença à le menacer avec un couperet, et l'homme lui rappela qu'il venait de commencer un vol en plein jour. Mais le système détecta aisément sa peur panique. Il s'est rendu compte que cet homme avait peur de la mort. Mais Chen Xiao ne voulait même pas se salir les mains. Il trouvait que le tuer maintenant serait trop facile. Avec cette chaleur, les infections, les nécroses et les septicémies se multiplient, alors autant attendre quelques jours qu'il meure dans d'atroces souffrances. Chen Xiao se rendit dans un entrepôt du district ouest. Je me tenais juste devant le garage, mais il y avait une caméra au-dessus de la porte. Il a donné un coup d'épée en un seul mouvement et coupé à travers son objectif. Chen Xiao utilisa ensuite cette même capacité pour créer un passage dans la porte du garage. Et il commença à ramper lentement afin de n'être vu par personne. Un étrange gaz vert l'accueillit à l'intérieur. Il se mit aussitôt à tousser, réalisant qu'il était empoisonné. Chen Xiao comprit qu'il s'agissait à l'origine d'un piège. Des silhouettes apparurent derrière lui. Chen Xiao le sentit, mais il n'eut pas le temps de réagir. Comment un homme portant un masque à gaz lui a injecté une substance inconnue à l'aide d'une seringue? Et une étrange sensation l'envahit aussitôt. Ils se tournèrent vers lui et lui demandèrent donc comment il allait. Le gaz n'était pas mortel, mais l'effet fut très désagréable. Il s'est avéré qu'il lui avait injecté un médicament et l'avait entêté. Chen Xiao a supposé qu'il s'agissait d'un service de sécurité, mais Hai Fang n'a rien dit à ce sujet. L'homme s'est présenté comme Lin Guodong et a déclaré être chercheur en biomédecine. Il a expliqué que ses travaux portent sur l'étude de l'évolution humaine dans des conditions extrêmes et a présenté ses travaux à l'étudiante Su Rui. La jeune fille le salua. Lin Guodong a expliqué que le gaz à l'extérieur était une mesure de sécurité, mais il s'intéressait à l'outil que Chen Xiao avait utilisé pour couper. Il le remercia de l'avoir sauvé, mais il s'intéressa ensuite à sa profession. Ils se rendirent ensemble à son laboratoire. Un squelette de dinosaure se dressait là. Chen Xiao était certain qu'il ne s'agissait pas d'un cabinet médical ordinaire. Lin Guodong a offert quelque chose pour honorer les excuses concernant leur dispositif de sécurité, ou un cadeau de bienvenue. Chen Xiao est allé dans leur réfrigérateur pour prendre quelque chose. Il commença à fourrer divers médicaments dans sa mallette. Il le remercia de sa générosité. Et ils regardèrent Chen Xiao quitter l'entrepôt. Lin Guodong sourit, sachant qu'il se reverrait. L'aube commençait à poindre. Chen rentra chez lui et ferma la porte. Il soupira, ne s'attendant pas à ce que le professeur Lin le sauve sans causer le moindre problème. Mais il avait encore la chair de poule en voyant le regard sombre dans ses yeux. Un message a été envoyé sur la messagerie du voisin, où l'un d'eux demandait des antibiotiques ou des agents hémostatiques au double du prix. Chen Xiao n'avait pu se procurer que quelques paquets. Ils étaient donc plutôt efficaces, mais il n'allait pas les vendre. Tout le monde continuait d'insulter Chen Xiao, qui refusait de partager les provisions. Il fouilla aussitôt dans sa mallette, et soudain quelque chose a provoqué un choc. Un petit trombone est apparu sur la mallette. Il s'agissait manifestement d'une balise de repérage. Il l'a décollée, sans savoir qui avait pu le faire ni quand. Et j'ai compris que quelqu'un voulait jouer au chat et à la souris. À ce moment-là, il baissa les yeux. Et j'ai aperçu un chat blanc qui rôdait furtivement.
Chen Xiao a fixé un traceur pour que cela puisse l'aider. Et j'ai demandé à la chatte d'aller à l'endroit où elle aime habituellement se promener. Le chat a rapidement couru vers un autre endroit. La carte montrait tous les mouvements erratiques de la balise. Lin Guodong ne comprenait pas exactement ce qui se passait, ni ce que faisait Chen Xiao. Il fit défiler les appels téléphoniques où un homme suppliait quelqu'un de lui apporter des médicaments car son frère était en train de mourir. Une autre a demandé qu'on apporte de l'eau potable à son enfant, avec l'intention d'échanger quoi que ce soit. Chen Xiao se souvint de ce jeu de la pitié et sut comment, dans sa vie antérieure, elle avait utilisé les mêmes méthodes pour obtenir l'aumône des gens. Dans les discussions de voisinage, tout le monde s'interrogeait sur son inhumanité. Comment il pouvait regarder des gens mourir et rester là, entourés de provisions. Chen Xiao se fichait complètement des enfants des autres, et à leurs yeux, il ressemblait à un démon. L'hypocrisie et le chantage moral ne l'affectaient plus. Il a envoyé un message à une voisine nommée Wang Wei dans la conversation générale, remarquant qu'elle traînait des caisses d'eau. La jeune fille était sous le choc en réalisant qu'il avait installé des caméras même dans le couloir. Wang Wei pensait avoir été très prudente, mais elle s'est quand même retrouvée prise en photo. Les voisins se sont rebellés et n'arrivaient pas à croire qu'elle cachait autant d'eau. Des hommes armés sont apparus devant sa porte, et il commença aussitôt à la briser à la hache. Wang Wei hurla de peur. Ils ont exigé qu'on retire toute la nourriture et l'eau, et il a menacé de recourir alors à des mesures extrêmes. Les hommes avaient acculé le pauvre Wang Wei. Ils se mirent à fouiller toutes ses boîtes comme des animaux. D'autres voisins les ont suivis et ont tout volé sous prétexte de faire du bruit. Wang Wei ne pouvait que rester assise là, couverte de bleu, et regarder ses précieuses provisions s'épuiser. Des larmes coulaient à flots de ses yeux. L'un d'eux est mort juste à l'entrée, et ils lui ont fait leurs adieux en larmes. Les gens n'allaient pas le laisser là, sinon il aurait commencé à pourrir et à les infecter. Lin Guodong a demandé à la population de ne pas paniquer et de rester calme. Il s'est présenté comme l'équipe médicale du centre de contrôle des maladies de la ville et a expliqué qu'il souhaitait apporter leur aide. Lin Guodong comprenait qu'ils avaient à traverser bien des épreuves, mais il comprenait aussi qu'à cause des routes bloquées, ils étaient arrivés trop tard. Mais ils pouvaient encore maîtriser la situation, en prévoyant de soumettre les corps à une désinfection professionnelle. Sinon, une épidémie se déclarera et les conséquences demain seront inimaginables. Il leur donna des comprimés désinfectants et des médicaments de base. Les stocks étant limités, il fallait les utiliser avec parcimonie. Le peuple remercia son sauveur. Les gens étaient persuadés que l'État ne les avait pas oubliés. Lin Guodong savait que le signal de Chen Xiao s'arrêtait là et qu'il n'avait pas pu aller bien loin. Par la fenêtre, Chen Xiao remarqua que des gens étaient rassemblés au même endroit. J'ai aperçu le professeur Ling et son étudiant parmi eux, sans comprendre ce qu'ils faisaient là. Il en déduisit que c'était Lin Guodong qui le suivait. À ce moment-là, son téléphone vibra. Il a reçu un message d'une personne inconnue qui lui conseillait de se méfier du médecin. Chen Xiao ignorait qui avait exactement envoyé ce message. Mais à ce moment précis, il remarqua quelque chose. Il leva les yeux vers le toit. Une personne inconnue a placé un télescope à cet endroit, et il l'a accompagné tout au long de cette épreuve. Chen Xiao dit. Il leva les yeux. Il savait que d'autres personnes l'observaient également. Lorsque Chen Xiao a essayé d'appeler ce numéro, il s'agissait d'un numéro virtuel. Chen Xiao réalisa que son observateur était très doué pour se cacher. Il ignorait s'il s'agissait d'un véritable avertissement ou d'une tentative de s'en servir pour se débarrasser du professeur Lin. Tout le monde remerciait sincèrement le professeur pour son aide précieuse par cette chaleur. Lin Guodong a déclaré que c'était son devoir, mais a conseillé de faire plus attention à la chaleur et de le contacter immédiatement en cas de malaise. Chen Xiao les observait, le visage crispé. Il remarqua d'étranges taches sur son manteau qui ressemblaient à du sang. Mais cela ressemble aussi à des produits chimiques séchés. Chen Xiao se souvient que dans sa vie antérieure, après le début de la vague de chaleur, des équipes médicales étaient apparues dans certaines régions et, sous prétexte de prévenir les épidémies, elles avaient prélevé des échantillons de sang sur les habitants, mais qu'après cela, les survivants les plus robustes avaient commencé à disparaître. Lin Guodong a commencé à diffuser des annonces pour annoncer l'ouverture dès demain d'un centre de dépistage médical gratuit, aux programmes examens de base, soins des plaies et distribution de vitamines et compléments alimentaires. Chaque participant a reçu une bouteille d'eau en cadeau. Tous ceux qui ont lu cela se sont demandé quel genre de saint était le professeur Lin. Dans les cours, le chat se contentait de nourriture en conserve. C'est Lin Guodong qui a résolu le mystère des signaux chaotiques émis par la balise. Il le caressa, remarquant combien le chat appréciait le festin. À ce moment-là, des seringues suspectes ont été aperçues dans le manteau. Lin Guodong conclut d'une voix étrange que Chen Xiao avait finalement réussi à retrouver son traceur, et il en fut déçu. Chen Xiao l'observait en cachette par derrière. À présent, il ne doutait plus que Lin Guodong en était l'auteur. Des gens se sont rassemblés dans le parking souterrain. Chacun essayait de supporter la chaleur à sa manière, et tous attendaient avec impatience l'arrivée de la pluie
pour faire baisser la température. Le professeur Lin a examiné les citoyens, les interrogeant sur leurs problèmes de santé. Chen De a déclaré que rien ne le dérangeait ces derniers temps. Chen Xiu, le visage dissimulé sous une capuche, observait l'inspection des personnes. Mais personne ne comprenait pourquoi le professeur leur prélevait du sang. Lin Godong a expliqué qu'elle allait procéder à une analyse de routine. Chen Xiao voulait connaître son véritable objectif. À ce moment-là, on l'a interpellé à haute voix. Les garçons traînaient en leur frère, qui avait une plaie infectée et avait besoin d'aide de toute urgence. Lin Godong sortit un cône inconnu. Il l'a décrit comme un remède à large spectre capable d'accélérer la cicatrisation des plaies et de combattre l'infection. Ils ont immédiatement administré le médicament par voie intraveineuse. Le professeur lui a demandé de se reposer pendant les 2 prochains jours et que la guérison se ferait ensuite rapidement. L'homme l'a remercié pour son aide. Mais à ce moment-là, son regard s'est obscurci. Les 2 garçons ont remarqué quelque chose de louche chez lui. Ils ont quitté l'infirmerie, mais mon frère n'allait toujours pas bien. Le garçon se crispa, une douleur atroce et lancinante lui transperçant les os. À ce moment précis, ses vaisseaux sanguins ont commencé à éclater. Son visage était également couvert de vaisseaux sanguins. Elle explosa soudainement, comme transpercée par de l'énergie. Personne ne pouvait comprendre ce qui était arrivé à Abiu. Soudain, il saisit son propre frère par le cou, comme s'il était possédé par un monstre. Et Biu a commencé à l'étrangler tandis que son frère essayait de le raisonner. Il se souvenait comment son propre frère l'avait chassé de sa cachette, et il en était blessé. Alors il l'a jeté par terre comme un déchet. Biu a hurlé en entendant ces bruits étranges. Soudain, Chen Xiao apparut devant lui. Le monstre Biu le poursuivit. Mais Chen Xiao a réussi à l'esquiver. Il remarqua que sa force avait au moins triplé, mais ses articulations étaient entre aides, et sa trajectoire d'attaque était rectiligne. Il savait que ce n'était pas une réaction normale aux médicaments. Biu décida de l'attaquer à nouveau, mais Chen Xiao utilisa son pouvoir pour l'achever. J'ai pointé ma main vers lui. Chen Xiaofei traça une barre oblique spatiale. L'incision descendait le long du cou d'Abiu. Il s'est effondré au sol, mort, des larmes coulant de ses yeux. Le silence se fit dans la ruelle, mais on n'entendait que le bruit des chaussures. Lin Godong ne comprenait pas pourquoi le signal avait de nouveau disparu, car il avait intégré un nanolocalisateur à son sérum et il n'aurait pas dû y avoir de dysfonctionnement. À ce moment-là, il s'arrêta brusquement et son visage se crispa sous le choc. 2 hommes étaient allongés par terre. Il tendit un bloc-notes à Abiu et commença à le faire briller pour inspection. Lin Guodong a découvert que le prototype provoquait un effondrement neuronal dû à une surstimulation, mais que cela ne pouvait pas être une cause directe de décès. J'ai posé mes doigts sur la plaie à son cou. Il se souvenait d'avoir trouvé le corps de Haifang. Les blessures correspondent parfaitement, et la même entaille a été faite sur la serrure de la porte, parfaitement lisse et précise. Lin Guodong se raidit, mais il savait qu'une personne ordinaire ne pouvait pas trancher la matière de cette façon sans une technique extérieure. Il se souvint immédiatement de Chen Xiao et n'eut aucun doute. Il était une anomalie et il ne s'était pas trompé. Chen Xiao avait les réponses dont il avait besoin. À ce moment-là, Zhang Qian se réveilla et s'éclaircit la gorge. Lin Godong lui avait demandé de rester immobile en raison de sa grave blessure. Il sourit en voyant le professeur debout devant lui. Il voulait savoir ce qui était arrivé à son frère, Abeyu. Mais Lan Guodong s'est contenté d'exprimer ses condoléances pour cette perte et a montré une photo à Chen Xiao, en lui assurant que tout était de sa faute. Lin Godong voulait savoir où il était allé, dans l'intention de le retrouver pour découvrir la vérité. Zhang Xian fut surpris car il connaissait l'adresse exacte de Chen Xiao. Il l'a rassuré en lui disant qu'il allait le faire soigner immédiatement par des professionnels et l'a invité à son laboratoire. Je lui ai dit de rester là jusqu'à ce qu'il aille mieux. L'homme a sincèrement remercié son sauveur. Ils se sont rendus à son laboratoire. Jansan voulait savoir comment Abiu s'était transformé en ce monstre 1 minute seulement après avoir reçu le vaccin. Il se souvenait avec horreur comment son frère pouvait à peine marcher. Lin Guodong a qualifié cela de réaction de rejet physiologique extrême du sérum, un phénomène très rare, et a suggéré de procéder à un diagnostic complet afin d'assurer un meilleur traitement. Ils sont arrivés dans la salle de surveillance de la quarantaine alors que l'homme ne comprenait rien. Il décida qu'il valait mieux rentrer chez lui et se reposer en prenant des antibiotiques. Le professeur a validé son badge d'accès. Mais il était déjà en train d'arriver en fauteuil roulant, et Lin Guodong lui a ordonné de se taire. Zhang Xian-Smith a crié, ne voulant pas les accompagner. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur lorsqu'il réalisa où il se trouvait. Mais les portes de la chambre étaient déjà fermées. Chen Xiao était allongé sur le canapé. Il se demandait ce que Lan Guodong pouvait bien mijoter. À ce moment précis, quelque chose s'est produit. La sonnette a retenti, et sur la caméra de l'interphone, c'était Lin Guodong. Il fut surpris que Chen Xiao habite réellement cette maison, et s'excusa pour sa visite tardive. Lin Guodong a déclaré que ce soir-là, la chaleur était insupportable et le ciel couvert. Les portes s'ouvrirent lentement. Chen Xiao voulait savoir ce que voulait le professeur. Lin Guodong a déclaré qu'il était simplement venu prendre de ses nouvelles.
Il était désormais clair qu'il l'avait retrouvé et qu'il était arrivé bien plus tôt. C'était donc une bonne occasion de découvrir ce qu'il tramait. Le professeur a déclaré sans ambages qu'il ne s'attendait pas à une réunion aussi précoce. Il s'assit sur le canapé, appréciant son emplacement inhabituel. Il remarqua immédiatement les fenêtres à double vitrage isolantes, le système autonome de filtration d'eau, et la maison ressemblait davantage à un bunker. Lin Godong supposait que Chen Xiao était au courant de l'apocalypse thermique à l'avance. Chen Xiao a expliqué qu'il venait d'acheter un forfait de réparation en promotion et qu'il avait juré d'être fiable. Il s'est avéré que le professeur était venu poser une question. Il m'a dit que son voisin Abiu était mort et que Haifeng, qui lui avait causé tant de problèmes, était également mort. Le professeur examina les deux corps et sur chacun d'eux, les vertèbres cervicales furent sectionnées instantanément et les incisions étaient nettes comme au laser. Chen Qiu sourit, sachant où il voulait en venir. Mais il se retourna contre l'imbécile, prétendant qu'il essayait de découvrir la vérité. Il lui a demandé de lui communiquer les coordonnées de ce fournisseur s'il en trouvait un. Le professeur ne comprenait pas pourquoi il faisait cela. Chen Qiu voulait simplement bien couper les steaks par cette chaleur, car la viande commençait à devenir dure. Lin Godong se raidit et le système enregistra ses soupçons. Il en déduisit que les deux hommes avaient été tués par la même personne, quelqu'un possédant des compétences extrêmement spécialisées. Chen Qiu supposa que tous deux avaient simplement manqué de chance et avaient provoqué quelque chose d'inutile. Le professeur sourit, lui rappelant que Chen Xiao avait des conflits avec eux. Il n'a pas répondu à la question. Mais après un moment, j'ai apprécié sa plaisanterie, lui rappelant qu'il était une personne simple et qu'il ne pouvait pas posséder de telles compétences. Chen Xiao remarqua qu'il n'était pas nécessaire d'apporter une trousse médicale. De plus, Chen Xiao ne lui avait pas donné son adresse et voulait savoir comment le professeur l'avait trouvé. Il lui a montré le téléphone, sachant qu'ils se connaissaient, car l'homme lui avait donné l'adresse. Chen Xiao resta figé, sous le choc. La photo montrait Zhang Qian en piteux état sous les étranges appareils. Il était clair qu'il se trouvait désormais avec le professeur. Lin Guodong expliqua qu'il lui avait sauvé la vie. Il lui demanda comment il se sentait, l'air inquiet, alors qu'à l'intérieur, il était satisfait de son jeu, ne comprenant pas comment Zhang Qian avait réussi à tomber dans les griffes du professeur. Lin Guodong a déclaré que Zhang Qian s'adapte actuellement à une nouvelle thérapie où le corps humain évolue à des températures élevées et qu'il a maintenant une longueur d'avance sur les autres. Chen Qiu ne s'attendait pas à ce que le professeur fasse réellement des expériences sur des humains et voulait connaître son véritable objectif. Soudain, Shang Tsung se réveilla. Ses yeux s'écarquillèrent. Il a détruit tous les instruments. Ils ont averti que les signes vitaux étaient instables et que le taux de mutation génétique était de 37%. Le professeur lui tendit une seringue contenant un stimulant immunitaire de sa conception qui offre une protection contre divers agents pathogènes apparaissant lors de fortes chaleurs. Chen Qiu sourit, car cette couleur lui rappelait le soda à la myrtille. Le professeur se méfiait de plus en plus de lui. Il jeta un coup d'œil à la seringue et Lin Guodong comprit qu'il n'était pas un homme ordinaire. Le professeur savait que la vague de chaleur allait se poursuivre et que le taux de survie de l'humanité était inférieur à 10%, mais certains étaient destinés à évoluer. Chen Qiu sourit, faisant allusion à la dévolution de incandescente de Zhang Qian. Lin Guodong savait que l'expérimentation exigeait des sacrifices et qu'elle nécessitait toujours des pionniers, mais Chen Xiao laissait entrevoir une évolution stable. Le professeur lui proposa donc de coopérer pour trouver la clé de l'adaptation de l'humanité. Il voulait savoir ce qui se passerait s'il refusait. Lin Guodong n'a pas exigé de réponse sur le moment, mais il menaçait de futures infections, maladies et créatures non monstrueuses. Il a donc insisté pour devenir partenaire, car ses connaissances et sa technologie lui permettraient de vivre longtemps. Le professeur décida de lui léguer son sérum et lui promit que les portes de son laboratoire resteraient toujours ouvertes. Il remarqua que Chen Xiao possédait une stabilité psychologique à toute épreuve et un instinct protecteur aiguisé, trait de caractère bien trempé. Le professeur ne comptait pas passer à côté. Chen Qiu fixa la seringue, sachant qu'il s'agissait simplement d'expérimentation sur des êtres humains, présentés comme une bonne cause. Il savait qu'il devait se débarrasser du professeur, sinon il n'y aurait pas de paix. Chen Qiu allait donc lui montrer à quoi ressemblait la véritable évolution. Les yeux de Zhang Qian s'écarquillèrent. Il se leva brusquement et hurla comme une bête sauvage. La voix du professeur parvint à travers le haut-parleur. Il a signalé des signes vitaux stables et l'achèvement d'une séquence de mutation. Lin Guodong considérait les émotions négatives comme les meilleurs catalyseurs. Il ordonna à Zhang Qiang, revenu à la vie, de lui amener Chen Xiao. Suri comprit alors que la voix de la voix de l'évolution humaine consistait à transformer les humains en monstres. Lin Guodong lui a demandé ses impressions sur sa première participation à l'expérience depuis son entrée et lui a suggéré de l'activer elle-même.
Suroi était trop nerveuse, n'étant pas très à l'aise avec l'idée de faire des expériences sur des êtres humains, ce qui dépassait clairement les limites de la moralité humaine. Mais le professeur n'a pas perçu la dimension éthique de l'Apocalypse, qui devient un luxe et où le sacrifice de l'un devient une opportunité de survie pour les autres. Il appuya sur le bouton, libérant Zhang Qian. Zhang Xian grogna, ses muscles étant tendus par les mutations. Le professeur souriait d'un air dément en lui ordonnant de ramener Chen Xiao vivant. Le monstre s'est échappé de sa cage comme s'il avait trouvé une piste. La nuit est tombée. Un monstre mutant bondissait de maison en maison à la recherche d'une cible. Il a atterri devant une maison. J'ai continué à fouiller pour le trouver. À ce moment-là, il se retourna. Chen Xiao se tenait près de l'arbre et il n'arrivait pas à croire que c'était bien Zhang Qian qui se tenait devant lui. Il ne savait même pas s'il devait l'appeler par son prénom ou simplement « chien ». Le système accumulait sa rage et Zhang Qian se déchaîna contre lui, souhaitant la mort. Chen Xiao a remarqué que ses émotions s'étaient intensifiées après la mutation et que son système de collecte de données était désormais encore plus efficace. Il courut dans l'autre direction, cherchant un endroit plus spacieux. Chen Xiao ne voulait pas se battre juste devant sa porte et encore moins réveiller les voisins. Le monstre rampait dans le parking souterrain comme un chien. Chen Xiao lui sauta dessus brusquement pour lui montrer son écart spatial. Il lui tapota l'épaule, mais la peau était beaucoup plus épaisse. Chance Insoraidi en le fixant du regard. Puis il chargea rapidement la cible tandis que Chen Xiao esquivait. Il continua de le couvrir d'insultes pour attiser sa colère. Jansan hurla de colère, mais il était impuissant. Le monstre, empli de rage, s'arrêta net, sentant quelque chose bouger à l'intérieur de lui. Chen Xiao remarqua que quelque chose n'allait pas chez lui. Il fut soudainement choqué de ne pas le voir. Soudain, Chen Xiao se retourna avec horreur. Le monstre était déjà derrière lui, et des pointes osseuses jaillissaient de sous sa peau. Ils ont tiré sur Chen Xiao. Le professeur était ravi que Zhang Qian ait pu atteindre une mutation de niveau 2 suite à une explosion émotionnelle. Surui commençait à douter que ce soit la solution pour sauver l'humanité. Le monstre se tenait juste devant son visage. Des os et des pointes jaillirent de sa peau tandis qu'il fixait sa cible. Il voulait sincèrement tuer Chen Xiao et il prit appui sur le sol. Sa main attaqua Chen Xiao mais celui-ci recula. Mais il n'eut pas le temps d'esquiver le coup. Ses griffes l'effleurèrent et il saigna. L'écart spatial continuait de s'accroître, mais on l'a averti que les fluctuations énergétiques de la cible continuaient d'en décroître. Chen Xiao n'eut plus qu'à attendre un peu. Il continua de le provoquer. De là, le système puisait ses émotions négatives. Chansan se mit à crier et Chen Xiao se souvint de sa bravoure passée. Mais maintenant, c'est devenu cool uniquement grâce à quelques photos. Chansan n'arrêtait pas de crier. Il expliqua qu'il n'était plus différent d'un chien maintenant qu'il obéissait aux ordres du professeur. Sa colère grandit à une vitesse incroyable et du sang coula de sa bouche. Lin Guodong était satisfait de son expression émotionnelle qui avait déjà dépassé le seuil critique et sa densité osseuse augmentait. Il était heureux que Chen Xiao l'aide à stimuler le monstre et il attendait l'aide de Zhang Qian. Surui ne comprenait pas ce que faisait Chen Xiao. Le monstre commença à se déchirer lorsque son corps ne put plus supporter la stimulation. Soudain, un bouclier le recouvrit et une multitude de pointes osseuses en jaillirent. Chen Xiao les remarqua immédiatement. J'ai décidé d'esquiver rapidement. Il paria que Zhang Qian ne pourrait pas l'approcher. Le monstre était fou de rage. Les émotions négatives avaient atteint leur limite de 30 000 et une évolution artificielle s'offrait désormais à Chen Xiao. Il l'approuva immédiatement. Et Chen Xiao savait que c'était le bon moment. Il utilisa son pouvoir et le dirigea vers le monstre. Un immense trou apparut, aspirant tous ses os. Le monstre commença progressivement à se retirer dans l'espace. Zhang San se mit à crier, sentant ses membres se consumer. Chen Xiao a simplement ri. Il retira habilement l'appareil photo du cou du cadavre. Il est apparu sur le grand écran du professeur et a attribué une mauvaise note à son sujet d'examen, lui conseillant d'envoyer quelqu'un qui pourrait se défendre la prochaine fois. À ce moment-là, la connexion a été interrompue. Lin Guodong était en colère contre Chen Xiao. Mais une seconde plus tard, un sourire narquois apparut sur ses lèvres. Il rit follement, pensant que Chen Xiao était un objet unique et qu'il allait l'attraper. Zhang San était allongé et saignait abondamment. Chen Xiao le toucha et voulut abréger ses souffrances. Je ne m'attendais même pas à un merci. À ce moment-là, le cadavre disparut du sol. On entendait des bruits de pas sur le parking et applaudissait avec enthousiasme. Chen Xiao se retourna brusquement en entendant la voix. L'inconnu s'est arrêté dans une mare de sang. Chen Shixin se pinça soigneusement les narines pour éviter de sentir l'odeur de la mort. Mais il avait vraiment apprécié leur combat, et il était sûr que cet air était destiné à l'ascension des dieux. Chen Xiao le regarda d'un air mécontent. Des trous spatiaux se formaient déjà dans sa main. Shixin admirait son pouvoir destructeur, sachant qu'il n'avait rien à voir avec les produits défectueux créés par Lin Guodong. Chen Xiao fut surpris de connaître le professeur Lin. Il expliqua qu'il était venu pour dissuader le professeur de sombrer dans le délire. C'était lui qui avait envoyé le message anonyme. Chen Xiao fut surpris, ne sachant pas d'où venait ce nombre.
Shixin décrivit la faction de l'Arche dotée d'un vaste réseau de renseignements, ce qui lui permettait de trouver facilement n'importe qui. Représentant l'Arche, il vint inviter Chen Xiao à les rejoindre, car il pourrait l'en lui offrir une véritable évolution. Chen Xiao fut surpris que les êtres éveillés soient apparus bien plus tôt dans cette vie. Shixin expliqua que leur mutation était totalement différente de celle du professeur Lin. Il proposait une amélioration globale préservant à la fois la raison et l'humanité. Il voulait en savoir plus sur l'Arche. Il s'agissait d'une organisation vouée à la recherche des êtres éveillés. Il pensait que le monde était au bord d'un grand bouleversement et que seule la véritable élite pouvait désormais embarquer à bord de l'Arche de la nouvelle ère. Shixin insista pour le rejoindre, promettant de lui offrir quelque chose que Lin Guodong ne pourrait jamais lui donner. Il voulait le rendre plus fort, non pas par de vilaines mutations, mais en l'aidant à maîtriser la véritable force, lui guidant ainsi vers la voie de la divinité. Chen Xiaowen a déduit qu'il s'agissait simplement d'une secte de fous. Shixin ne comprenait pas de quoi il parlait. D'un seul geste, il découpa la carte de visite de l'homme. Shixin était sous le choc, et Chen Xiao a fait semblant que c'était un accident. Il méprisait tous ceux qui lui ordonnaient de vivre sous la houlette de quelqu'un d'autre, et il n'allait pas s'opposer à l'élite hypocrite, mais suivre sa propre voie. Chen Xiao travaillait seul et n'avait besoin d'aucune directive. Shixin le regarda partir, sachant que cet homme n'était pas si simple après tout. Il commençait même à l'admirer sincèrement. Mais à présent, le monde s'effondrait, et une existence sauvage ne vous permettrait de survivre que pendant un court laps de temps. Shixin promit que les portes de l'Arche seraient toujours ouvertes, puis disparut comme par magie. Le système perçut chez lui des sentiments de dédain, d'engourdissement et de surprise. Chen Xiao fut surpris de constater qu'il paraissait si froid en apparence, mais qu'il avait tout de même récolté pas mal de points négatifs. Il se tendit, avec l'intention de franchir ses limites. Mais avant cela, il avait des comptes à régler avec Lin Guodong, et il était temps de régler ses comptes avec lui. Plus tard, il est allé au laboratoire, et j'ai fait un clic. Au même moment, la porte commença à s'ouvrir à partir de la fente spatiale. Lorsque les portes se sont effondrées, d'énormes fioles contenant des extraterrestres sont apparues à l'intérieur. Certaines fioles étaient remplies de cadavres, en décomposition. On comprenait désormais clairement à quoi ressemblait le grand rêve scientifique de Lin Guodong. Il a jugé préférable d'incendier l'endroit immédiatement. Le professeur apparut devant lui et le salua. Lin Guodong s'attendait à sa venue. Après tout, un tel modèle de perfection ne pouvait se contenter d'une vie ordinaire. Il comprenait que Zhang Tian avait échoué, mais s'il avait réussi à atteindre Chen Xiao, alors il avait bien fait. Le professeur était heureux d'avoir enfin bien réfléchi et d'être prêt à se sacrifier pour l'humanité. Chen Xiao se raidit et son comportement la dégoûta de plus en plus. Lin Guodong se moqua de l'Arche, pensant que Shixin était un hypocrite qui se cachait derrière une robe sacrée. Il expliqua que chaque véritable progrès humain s'était accompli au prix de sacrifices humains. Lin Guodong considérait son pouvoir comme un don du ciel, et il était inconcevable de le gaspiller pour de simples mortels. Chen Xiaowen avait déjà assez d'entendre ces vacarmes, et le progrès de l'humanité ne l'intéressait absolument pas. Il se fichait des expériences pathétiques de Lin Guodong, mais il avait commis une grosse bêtise. Il parvint à perturber la tranquillité de Chen Xiao et un trou noir apparut dans sa main. Et il la pointa sur Godun avec l'intention de l'anéantir. Mais le professeur était préparé et considérait cela comme un acte naïf. Il était initialement prêt à le contraindre à rester et appuya sur le bouton rouge de la télécommande. Lin Guodong était certain que Chen Xia n'avait plus aucune force après son combat contre Zhang Qiang et lui suggéra de se soumettre immédiatement à lui. Chen Xiao a demandé ce qui se passerait après le refus. Il appuya de nouveau sur le bouton pour montrer les conséquences. Soudain, toutes les fioles se brisèrent en même temps, et Chen Xiao regarda droit devant lui, par-dessus ses mains. Une foule de monstres se précipitait déjà sur lui. Lin Guodong allait en faire la prochaine expérience. Chen Xiao a esquivé un seul coup, et il activa aussitôt ses capacités, envoyant des coups d'épée. Il a coupé les membres des monstres. Le professeur lui avait ordonné de rester ici pour toujours. Chen Xiao doutait que tous ces monstres suffisent. Mais dans ma tête, je savais que mes forces m'abandonnaient en déjà, et que je devais gérer la situation plus rapidement. Des monstres lui sautaient un dessus, et il les coupa un par un. À un moment donné, il a atterri sur le sol lorsqu'il a eu terminé. Chen Xiao sourit en pensant que le professeur avait sûrement plus d'un tour dans son sac, mais 3 monstres ne suffisaient pas. Il commença à s'approcher de lui, le croyant naïf. J'allais le tuer sur le champ. Le professeur était choqué. Soudain, il tomba à genoux. Il admit brusquement que Chen Xiao était fort, mais qu'il avait déjà transmis toutes les données concernant le sérum de mutation. Il avait déjà la gorge tranchée et il saignait, mais il avait déjà semé les graines, et le monde devenait de plus en plus intéressant. Chen Xiao se raidit et le fixa du regard. Il se retourna et commença à s'éloigner, mais une voix venue de derrière lui l'avertit qu'il ne rentrerait pas chez lui dans cet état. Chen Xiao se retourna brusquement, réalisant que c'était l'assistant de Lin Guodong qui parlait. Elle a promis qu'elle ne lui ferait pas de mal.
Elle lui tendit un sérum réparateur qui stopperait rapidement le saignement et stabiliserait les plaies. Chen Xiao fixa en silence le cône qu'elle tenait dans ses mains. Elle a assuré que le médicament était sans danger et que, s'il n'était pas utilisé, les plaies s'infecteraient. Chen Xiao ne comprenait pas pourquoi il devrait lui faire confiance, puisque Lin Godong venait de mourir et qu'elle se présentait avec des médicaments, ce qui était suspect. Elle ne lui en voulait pas, mais elle avait encore quelque chose d'utile à faire. Elle lui a demandé de la suivre s'il en avait encore la force. Elle lui montra l'entrepôt où le professeur conservait ses provisions. Même s'il avait consacré sa vie à la science, il craignait la mort plus que quiconque. Il n'en aurait pas besoin, et elle allait quitter cet endroit, alors elle décida de tout donner à Chen Xiao. Chen Xiao fut surpris de la voir partir. La jeune fille se souvenait comment elle avait postulé pour devenir étudiante de 3e cycle auprès d'un professeur, le considérant comme un véritable scientifique. Mais je n'ai appris que récemment l'existence de ces expériences sur des êtres humains. Même si elle n'y a pas participé directement, elle reste complice. Elle comptait se rendre à la base de recherche du Nord pour poursuivre les travaux qu'elle souhaitait mener. Et si elle survit, elle veut mettre au point un véritable remède, et non un poison. Elle commença à partir, et ils espéraient en que la prochaine fois qu'ils se rencontreraient, le monde serait dans un meilleur état. L'entrepôt contenait des vêtements protégés contre les UV, des antibiotiques et des pilules de purification d'eau. Chen Xiao créa un trou noir, réalisant que tout lui appartenait désormais. Et il a pris tout ce dont il avait besoin, il n'allait pas quitter cet endroit comme ça. L'entrepôt a soudainement pris feu. Un certain temps passa, et Chen Xiao était déjà chez lui. Dehors, la température atteignait 58 degrés. L'Agence météorologique mondiale a émis une nouvelle alerte rouge. Sur Terre, le pergélisol a complètement fondu, libérant d'énormes quantités de méthane, et l'effet de serre est désormais entré dans un cercle vicieux irréversible. Les gens gisaient dans les rues, accablés par la chaleur terrible, sans savoir quand ce cauchemar prendrait fin. Chen Xiao a ajusté la température. Le système annonça qu'il ne disposait pas d'assez de points pour les émotions négatives, empêchant ainsi l'augmentation de sa capacité de stockage spatial. Il avait des provisions suffisantes pour le moment, mais les conditions extérieures se dégradaient et il devait donc renforcer ses forces. Aujourd'hui, la monnaie la plus importante est l'eau, et elle est idéale pour recueillir les émotions. Il écrivit à Mukang pour lui demander s'il pouvait lui vendre de l'eau. Comme il était à court de provisions, il comptait lui prendre quelques marchandises. Le soir venu, Chen Xiao se demanda quel genre d'endroit caché il avait choisi. Lorsqu'ils sont arrivés à la réunion sur l'échange d'eau, Chen Xiao a fixé le prix de l'article à 2 bouteilles d'eau. Mais Chen Xiao a décidé de ne pas jouer les gentils, et il a donc baissé le prix d'une bouteille. Le client était en colère, mais Chen Xiao le provoquait, suscitant chez lui des émotions négatives. Le système accumulait la colère de l'homme, et Chen Xiao augmenta de nouveau le prix. L'homme le remercia comme on le lui avait ordonné. Chen Xiao l'a félicité et lui a conseillé d'apporter plus de marchandises la prochaine fois. Plus tard, il a retrouvé son oncle Wang. Il expliqua que la tante de Liu Yun, qui habitait dans une propriété voisine, élevait seule son petit-fils et que l'enfant avait souffert d'un coup de chaleur. L'eau et l'électricité étaient constamment coupées et elle ne pouvait plus se débrouiller seule. L'oncle Wang allait donc apporter de l'eau à Ye Yi. Chen Xiao a conseillé de prendre soin de soi en premier lieu, car l'eau devient très précieuse. L'oncle Wang savait qu'il était vieux et qu'il avait assez vécu, et il ne pouvait supporter de voir l'enfant souffrir. Quand il lui apporta l'eau, ma tante le remercia plus sincèrement. Mais lorsqu'il est parti, elle lui a reproché de n'avoir apporté que 2 misérables bouteilles et a décidé de pleurer encore plus fort le lendemain pour pouvoir lui faire cracher tout son contenu. Ma tante a franchi la cage et a frappé à la porte de l'appartement voisin. Zhao Qian ouvrit la porte sans savoir ce qu'il avait amené là. Elle lui tendit l'eau en guise de paiement pour la journée, et il l'accepta immédiatement. Musan regarda son téléphone et sentit que quelque chose n'allait pas. Il a reçu un message indiquant que la transaction avait été annulée et que la personne avait cessé toute activité commerciale. Chen Xiao ne put s'empêcher de supposer que la prochaine transaction avait été annulée. Musan avait le sentiment qu'ils avaient été spécialement choisis dans le but de... À ce moment-là, une agitation se fit entendre au carrefour. Une foule immense de garçons apparut devant lui. Chen Xiao pensait qu'ils le recherchaient. Ils lui ont ordonné de ne pas vendre d'eau en secret. Ainsi, ils ont mis les gens sous l'emprise de cette immonde eau commerciale. Et ils pensaient que Chen Xiao était un grand pêcheur. Ils ne comprenaient pas ce qui clochait, ni pourquoi l'eau était soudainement devenue immonde, supposant qu'il buvait de l'urine. Les garçons ont immédiatement eu honte de sa blague. Ils étaient adeptes de la secte de l'eau pure, et l'eau que les mastes accumulaient était un sous-produit de l'épuisement des ressources terrestres. Seule l'eau purifiée par le seigneur Zhao Qiang leur permettait de ne pas aggraver leurs péchés. Ils ont donc ordonné qu'on leur apporte de l'eau en offrande à Zhao Qiang. Chen Xiao ne comprenait pas de quelles absurdités ils parlaient.
Les hommes ont considéré cette vague de chaleur mondiale comme une punition infligée à l'humanité, car les gens avaient pillé sans scrupule les ressources de la Terre et détruit l'environnement. Et désormais, ce n'était que par l'abstinence qu'ils pouvaient implorer le pardon. Ils leur ordonnèrent d'apporter de l'eau en cadeau à Zhao Qiang, faute de quoi la mort les surprendrait bientôt. Chen Shou se demandait bien ce qui se passait, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une bande de lâches qui avait sombré dans la secte. Les hommes ont été offensés par ces paroles. Mais ils avaient vu Zhao Qiang accomplir des miracles, et lorsqu'ils verraient Ye Guo de leurs propres yeux, ils rejoindraient sans aucun doute la secte et se prosterneraient dans ses honte devant lui. Musang claqua la langue, ne comprenant pas cette bande de fanatiques religieux. Chen Shou prit une bouteille d'eau à la main, leur rappelant les paroles concernant l'abomination et que boire de l'eau pouvait attirer la colère des cieux. Il se mit ostensiblement à boire de l'eau à la bouteille en renversant la moitié. Puis il soupira de plaisir. Tous les gars étaient choqués. Comment avait-il osé répandre de l'eau sur le sol en attendant des représailles? Le système a capté leurs émotions négatives. Chen Shou ne comprenait pas pourquoi il devrait en profiter seul, alors qu'il pouvait partager cette joie. Il les invitait à insulter Zhao Qiang, puis il leur offrirait un seau d'eau. L'homme considérait cela comme un péché pur, et le système emmagasinait sa colère incroyable tandis que les gars derrière lui échangeaient des regards. Ils ont précisé s'il recevrait certainement un seau d'eau pour cela. Chen Shou a promis de tenir sa promesse. L'homme les a rapidement bâillonnés, mais l'un d'eux a tout de même proféré une insulte. Il ordonna la capture du traître alors qu'il rêvait d'eau. Chen Shou comprit que cet homme ne pourrait pas profiter de l'eau. L'entreprise est partie rapidement. Musang admit qu'il avait même eu peur, mais il était étrange qu'il n'ait pas attaqué. Chen Xiao comprit que la situation était plus complexe. Mais il savait qu'il faudrait faire quelque chose s'il continuait à s'immiscer dans leurs affaires. Des tracts de la secte de l'eau étaient clairement affichés dans les ruelles. Chen Xiao arriva devant une grande cathédrale. Il comprenait qu'il serait impossible de les détruire simplement par la force brute, car cela pourrait entraîner une réaction négative de la part de la population. Il voulait donc d'abord voir quel genre de déchets était vraiment Zhao Qiang. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre et les observa. Là, il prit une bouteille d'eau. Et j'ai décidé de le montrer à mes subordonnés. Il commença à verser de l'eau sur la jeune fille inconsciente. Et soudain, elle ouvrit les yeux. Il a démontré comment quelques gouttes d'eau avaient permis à la jeune fille d'éviter un coup de chaleur. Chen Xiu supposa que la jeune fille n'était qu'une actrice, ou que Zhao Qian était peut-être une personne éveillée. La jeune fille était assise par terre et ne savait pas comment remercier Zhao Qiang de lui avoir sauvé la vie. Elle voulait rester à ses côtés et le servir. Zhao Qiang expliqua que les dieux se souvenaient de tous ceux qui avaient apporté des cadeaux, mais que les avides seraient certainement punis, et que l'apocalypse thermique était une purge divine. Il affirmait que seuls les volontaires qui plaçaient leur foi dans les dieux survivraient, et les dieux se souviendront de chaque offrande. Il ordonna à chacun de donner l'eau impure et il la purifierait pour eux. Tout à coup, les gars remarquèrent Chen Xiao sans comprendre ce qu'il faisait. Ils interdisaient aux impurs hérétiques de venir chez eux. Chen Xiao commença à jouer son rôle, réalisant tout, et il faisait de plus en plus chaud dehors, et l'eau se faisait plus rare. Il tomba à genoux, terrifié à l'idée de mourir comme un chien. Chen Xiao a supplié qu'on le sauve et était prêt à remettre les objets impurs. Tout le monde a été choqué par la quantité d'eau qu'il avait apportée. Zhao Qiang avait entendu parler de lui et connaissait ses graves péchés. Mais puisqu'il était venu et était prêt à repartir à zéro, les dieux étaient prêts à lui donner une autre chance. Chen Xiu savait qu'il se contentait de confisquer toute l'eau aux gens, ne leur rendant que le strict minimum pour survivre, qu'il appelait eau bénite. Ces gens ont peu de chances de survivre jusqu'au mois prochain. Il remercia le maître avec un sourire. À ce moment-là, un vieil homme sortit de la cathédrale en courant, paniqué, disant qu'une de ses petites filles s'était évanouie, comme si elle avait eu un coup de chaleur. La jeune fille était allongée sur le lit, inconsciente, et personne ne comprenait comment cela s'était produit. Sa tante lui a même donné de l'eau bénite. Chen Xiao écouta et réalisa qu'elle trompait l'oncle Wang au sujet du coup de chaleur de sa petite fille, juste pour lui prendre de l'eau. La tante s'agenouilla et supplia Zhao Qiang de sauver l'enfant, promettant d'apporter 2 fois plus d'offrandes. Il lui rappela que les dieux n'étaient même pas des nounous personnels, et que si l'eau bénite ne fonctionnait pas, il y avait une explication. Zhao Qiang a déclaré qu'elle n'était pas assez pieuse. Ma tante ne comprenait pas comment c'était possible. Il ne voulait pas entendre d'excuses, et exigeait de réfléchir à sa loyauté. Zhao Qiang allait accomplir un miracle demain midi, et chacun d'eux en serait témoin. Chincho Solit. On lui a remis un bandage au bras, symbole de son appartenance à la secte de l'eau pure. Ayant sacrifié tant d'eau, Zhao Qiang était prêt à tourner la page, mais il lui semblait important de se souvenir de ses péchés. Il l'a immédiatement enfilé, mais intérieurement, il ne comprenait pas quel genre de bande d'idiots ils étaient. Chen Xiu sourit car ils ignoraient que des traceurs GPS étaient installés sur les bouteilles d'eau. Plus tard, lorsqu'ils sont partis, il a retrouvé les bouteilles sur le traceur, et il a utilisé son talent.
Grâce à cela, il ouvrit facilement la porte. Et à ce moment-là, il fut surpris. Une pièce remplie de produits alimentaires variés apparut devant lui. Chen Xiao ne s'attendait pas à ce que la secte soit une simple arnaque destinée à les enrichir. À ce moment-là, il se retourna en entendant des pas. Chen Xiao se cacha derrière les caisses et écouta aux portes la conversation entre Zhao Qiang et cette fille. Il l'a immédiatement giflée. Zhao Qiang lui avait ordonné de faire semblant d'être une patiente complètement guérie, mais elle avait l'air malade, si bien que personne ne la crut. Elle s'excusait auprès de lui, car l'utilisation de ses capacités l'épuisait énormément. Zhao Qiang la traitait de bonne à rien, lui rappelant qu'il avait sorti de l'enfer. Chen Xiu comprit que cette fille était la véritable éveillée. Il sourit en ayant une idée intéressante. Un certain temps passa. La jeune fille avait été toujours allongée dans son lit, dans un état critique. À ce moment-là, Chen Xiao s'approcha d'elle en douce. Il fit un signe de la main. Des bouteilles d'eau s'abattirent violemment sur elle. La jeune fille s'est réveillée au bruit. Je ne savais pas qui il était. Chen Xiu lui a simplement ordonné de tout boire, et si elle survivait à la nuit, elle obtiendrait les réponses à ses questions. Le jour est arrivé. Zhao Qiu se tenait devant la foule avec la jeune fille. À ce moment-là, ils s'assirent en position du lotus. Et il commença à démontrer que tant qu'ils garderaient le divin dans leur cœur, la chaleur torride du soleil ne pourrait nuire aux messagers des dieux. La jeune fille ferma le parapluie. Ma tante a failli pleurer quand tout le monde a cru au spectacle. Chen Xiu comprit alors que Zhao Qiang avait utilisé ce pouvoir pour tromper le public. Cette jeune fille l'aidait et Chen Xiao ignorait la nature exacte de son pouvoir. Mais il utilisa les siennes pour rompre leur lien. Et il pensait pouvoir briser son pouvoir grâce à l'espace. La jeune fille eut soudain l'impression que le pouvoir de quelqu'un d'autre l'empêchait d'utiliser ce don. À ce moment-là, il commença à transpirer à cause de la chaleur terrible. Zhao Qiang ouvrit les yeux et ne comprit pas ce qu'elle faisait. La jeune fille était incroyablement nerveuse, ne comprenant pas exactement ce qui la bloquait. Il lui ordonna de s'approcher pour que le miracle se produise assurément. Elle sentait la chaleur terrible et savait que, dans son état actuel, elle ne pourrait pas rester là ne serait-ce que quelques minutes. Tout le peuple observait patiemment. Chen Xiu souriait et soudain la jeune fille le reconnut dans la foule. Zhao Qiang l'a exhortée à le soutenir. Elle se souvint de cette lettre de menace adressée à Zhao Qiang lorsqu'on lui eut donné le temps de changer de camp. Elle se concentra. Elle commença lentement à s'éloigner dans la direction opposée tandis que Zhao Qiang l'insultait dans le dos. Il se raidit brusquement. Il remarqua que la jeune fille se tenait à côté de Chen Xiao. Elle l'enlaça. Chen Xiu ne s'attendait pas à ce qu'elle devienne amie si rapidement. La jeune fille s'était expliqué que son pouvoir était de dissiper la chaleur de manière forcée, ce qui accélérait considérablement le transfert de la chaleur corporelle interne vers sa surface. Chen Xiao a trouvé cette capacité très utile. Mais elle m'a parlé d'une autre application. Elle avait provoqué une dissipation de chaleur forcée dirigée exclusivement vers la tête et le cœur, et lorsque la chaleur de la tête et du cœur est instantanément éliminée, cela entraîne une baisse de l'apport sanguin au cerveau. Chen Xiao était sous le choc, ne comprenant pas ce qui se passait. Il avait la tête qui tournait en réalisant que la fille lui avait tendu un piège. Lin Jin était perdue dans ses souvenirs durant la journée. Elle tenait dans ses bras un chat qui était à l'article de la mort à cause de la chaleur. Mais elle se sentait bien dans ses bras. Soudain, un homme l'appela depuis le balcon. À son arrivée, il l'a jeté à terre. L'homme était mécontent d'avoir travaillé dur pour son éducation et exigea d'être payé. Et il lui ordonna de coucher avec quiconque lui demanderait d'aller chercher de l'eau. À ce moment-là, Zhao Qiang fit irruption dans la pièce avec les hommes. Ce qu'il a vu le dégoûtait. Au bout d'un moment, l'homme a reçu une balle dans la tête. Zhao Qiang s'approcha lentement d'elle. Et j'ai vu le chat qu'elle tenait dans ses bras, dans la rue, prendre vie. Il considérait véritablement cela comme un don des dieux. Je me suis proposé de l'accompagner pour sauver des centaines d'âmes. À ce moment-là, Chen Xiao fut contraint de s'agenouiller. Et il se tenait devant Zhao Qiang. Il le foudroya du regard. Il déplaça brusquement sa main, tranchant ceux qui le retenaient hommes. La foule hurla de peur, le prenant pour un monstre. Il se leva, rappelant à l'assistance que ses bienfaiteurs étaient tous des bandits. Et Chen Xiu les considérait comme perdus s'ils faisaient aveuglément confiance à ces phénomènes de foire. Mutant lui remit les informations concernant le groupe de Zhao Qiang. Personne ne pouvait croire ses paroles. Tout le monde prétendait qu'il mentait, et la jeune fille apparut soudain derrière lui. La tante était heureuse qu'elle aille bien, affirmant que le type avait tort. Elle avait prié toute la nuit et sa petite fille avait guéri, ce qui signifiait que Ning Zhangqiang accomplissait des miracles. Par conséquent, l'ordre fut donné à tous de capturer le démon. Mais la jeune fille pensa soudain que tout le monde avait un problème avec sa tête. Elle a affirmé que c'était cet homme qui l'avait sauvée, et non un représentant de la secte. Après tout, c'est lui qui lui a donné la boisson qui lui a sauvé la vie. Et sans lui, la jeune fille là serait morte à cause de leur superstition. Après ces paroles, un silence soudain s'installa. Lin Jin resta également figée sur place, sous le choc. Elle a chuté au sol. Zhao Qiang, lui, a tiré dessus avec un pistolet, la traitant de déchet inutile. Elle est tombée au sol, mais elle n'était pas blessée.
Zhao ne comprenait pas comment cela était possible. Après tout, il avait bien tiré un coup de feu. Il s'est avéré que Chen Xiao avait saisi la balle grâce à son pouvoir, avec l'intention de la garder pour lui. Zhao Tian sourit en réalisant qu'un être éveillé se trouvait devant lui, et il comprit alors comment il avait bloqué son attaque. Chen Xiao souhaitait déjà mettre fin à cette farce. Zhao Qian afficha soudain un large sourire. Avant que Chen Xiao puisse réagir, Zhao Qian lui injecta une substance inconnue dans la jambe. Et elle s'est multipliée plusieurs fois, comme un mutant, s'étant préparé à l'avance. Chen Xiao réalisa qu'il s'agissait du même sérum que celui de Lin Guodong. Il payait un prix exorbitant pour ce booster et il a attaqué Chen Xiao. Zhao Xiao se demandait comment il gérait sa vitesse. Il s'en empara et sauta du balcon pour mourir ensemble. Ils commencèrent à tomber et Zhao Qiang attendait ce jour depuis très longtemps. Zhao Qiang n'était qu'un simple garçon de village, un bachelier qui avait réussi à intégrer une université prestigieuse, et il ne pourrait jamais rivaliser avec les clans universitaires. Ses recherches am Provinz avaient été volées et sa jeunesse gâchée. Et dans l'ancien monde, il n'avait jamais eu l'occasion de se défendre. Mais l'apocalypse survint alors, rétablissant complètement l'équilibre. Cao Xiao sanglotait de douleur, car Chen Xiao avait tout gâché pour lui. Chen Xiao était certain que seul Zhao Qiang mourrait ici, pourvu que le système débloque le saut spatial pour lui. Il disparut brusquement de ses mains. Zhao Qiang ouvrit les yeux, sans comprendre ce qui s'était passé. Par conséquent, il fut le seul à avoir un accident. Chen Xiao le trouva pitoyable, car il ne savait que rejeter la faute sur les autres pour ses échecs. Tout le monde a commencé à l'accuser de sorcellerie. Mais il n'a pas écouté, et s'est simplement éloigné en silence. Lin Jin restait allongée au sol, inconsciente. Chen Xiao supposa qu'elle s'était tout simplement évanouie d'épuisement et de choc. Il a sorti une bouteille d'eau du trou noir. Tout le monde lui disait de ne pas la toucher. Tante était persuadée que Lin Jin était responsable de la mort de Zhao Qiang. Chen Xiao leur a demandé de se taire car il le dérangeait, non. Tout le monde criait, le traitant d'hérétique, et s'apprêtait à purifier son âme par des hymnes de louange. La foule l'entoura brusquement, et ils se sont donné la main. Ils se mirent à chanter un chant divin. Le vieil homme chantait juste devant son visage. Chen Xiao est resté neutre pendant la diffusion de la chanson. En un instant, leurs têtes se détachèrent brutalement et le sang se mit à couler. Lin Jin se réveilla et voulut s'expliquer, mais Chen Xiao lui tendit simplement de l'eau pour la maintenir en vie. Elle a demandé où se trouvait Zhao Qiang. Chen Xiao lui annonça immédiatement sa mort, mais il lui a proposé de le voir une dernière fois. À ce moment-là, une petite fille en apparut devant eux. Ils étaient tous les deux sous le choc. Ma tante comprit alors que toute la vie n'était qu'un mensonge et qu'il n'y avait pas de Dieu. Et il a brusquement sauté du balcon. Chen Xiao serra dans ses bras la petite fille qui avait vu cela de ses propres yeux. Elle pleurait amèrement. Mais elle m'a demandé de ne pas m'inquiéter pour elle, car ma grand-mère avait décidé de la quitter. Elle n'allait pas abandonner et voulait vivre plus longtemps. Un certain temps passa. Chen Zhao a fait asseoir Lin Jin sur le canapé. Elle a avoué qu'elle considérait véritablement Zhang Qiang comme son sauveur. Et j'ai vu à quel point il était en colère contre lui-même de ne pas être réveillé. Chen Xiao savait qu'avant l'apocalypse, il n'avait pas pu intégrer le monde universitaire et qu'après la vague de chaleur, il n'était pas parvenu à atteindre l'éveil. Il mourut donc rongé par le chagrin et le ressentiment. Lin Jin le remercia, se souvenant à quel point elle avait toujours été terrifiée et qu'elle voulait aider les gens, mais avant même de s'en rendre compte, elle était devenue complice. La petite fille avait remarqué la beauté de Lin Jin, et même si elle lui obéissait tant, il avait quand même tenté de lui tirer dessus à la fin. Elle réalisa soudain que les rumeurs étaient finalement vraies. Zhang Qiang avait toujours aimé les hommes. Elle esquissa un sourire gêné. Chen Xiao ne pouvait absolument pas laisser apparaître le second Zhao Tian, et faire des affaires ne lui suffisait pas. Il voulait prendre le contrôle de la région. Zhao Qiang était mort, mais il lui restait encore une immense réserve d'eau. Il admit avoir anéanti cette secte et qu'il aurait pu s'approprier toute l'eau. Mais tant qu'ils obéiront à ses ordres, il partagera l'eau avec eux. Les gens l'ont sincèrement remercié pour sa gentillesse. Musang voulait savoir exactement ce que Chen Xiao tramait. Ils se rendirent dans le bâtiment scellé. L'homme leur tendit les papiers. Il s'agissait de documents relatifs au transfert de propriété, et pour cela, Chen Xiao lui avait donné la permission de prendre de l'eau. Musang commença à craindre que Chen Xiao ne veuille racheter l'immeuble entier. Il estimait qu'un seul étage de l'abri ne suffisait pas, et il voulait transformer l'ensemble du bâtiment en sa propre forteresse. Un certain temps passa. Chen Xiao regarda par la fenêtre les rues affreuses, sans comprendre comment on en était arrivé là. Même les bâtiments n'ont pas pu résister à la chaleur. Il observait attentivement le coucher du soleil. Et il savait que la deuxième vague de chaleur allait bientôt commencer. Les températures seraient encore plus extrêmes, et les armatures des bâtiments se ramolliraient provoquant leur effondrement. Une reconstruction complète était donc nécessaire. Désormais, tous les habitants lui faisaient confiance et acceptèrent de déménager. À la télévision, ils ont annoncé que la chaleur devrait enfin se calmer, mais que ce ne serait qu'un phénomène temporaire, car la température pourrait encore augmenter. Chen Xiao sourit,
sachant que la tension ne retomberait jamais. Mais grâce à cela, ils peuvent au moins reprendre leur souffle. Les gens marchèrent dans la rue, comme au bon vieux temps, et se sentaient parfaitement à l'aise. Chen Xiu savait que c'était le moment idéal pour rénover le bâtiment. Mais avant cela, il avait encore des choses à faire. La jeune fille était assise sur le canapé, en train de manger des chips. Il lui a demandé quand elle partirait. La jeune fille ne s'attendait pas à ce qu'il veuille la mettre à la porte. À ce moment-là, elle claqua des doigts. Et le moustique mourut aussitôt emporté par le courant. Elle savait qu'il aurait besoin de ses compétences. Chen Xiu comprit que les générateurs consommaient une énorme quantité de diesel et que les panneaux solaires perdaient en efficacité. Il avait donc besoin de quelqu'un pour produire de l'électricité. Il lui a permis de rester aussi longtemps qu'elle le souhaitait. La petite fille a immédiatement couru vers la sœur de Lin Jin. Chen Xiu voulait l'arrêter, mais a finalement décidé d'aller voir ce qui se passait. Il pensait aux capacités de Lin Jin, incroyablement précieuses dans le monde actuel, et l'a donc installée dans son immeuble pour pouvoir les utiliser plus facilement. La jeune fille réalisa qu'elle avait oublié d'apporter un cadeau. Elle est retournée en courant tandis que Chen Xiao la regardait partir. Chen Xiao frappa à sa porte, mais il fut surpris de constater que la porte n'était pas fermée. Devant lui se tenait Lin Jin, qui venait de sortir de la douche. Il resta figé sous le choc. La jeune fille a hurlé, pensant qu'il l'avait fait exprès. Mais elle n'a pas fermé la porte elle-même. Lin Jin lui a rappelé qu'il ne lui avait pas donné les clés lui-même. Il referma rapidement la porte, honteux. Chen Xiao espérait ne pas regretter d'avoir déménagé ici. Il espérait qu'il ne le prenait pas pour Zhao Qian. Lin Jin était parfaitement conscient qu'il voulait utiliser ses capacités, mais même s'il poursuivait ses désirs, il restait un échec. La jeune femme s'approcha de lui sans comprendre ce qu'il faisait. C'est ainsi que Lin Jin resta aux côtés de Chen Xiao et prit la responsabilité de redistribuer les ressources en eau confisquée. Pour elle, c'était une sorte de rédemption. Cela fait 7 jours que la vague de chaleur est terminée. Les garçons étaient allés dehors et profitaient du beau temps. Grand-père Wang et Lin Jin habitaient au 2e étage. Et au 3e étage vivaient Mukang et Liu. Le 4e étage appartenait à Alain. Chen Xiu se trouvait sur le toit, au bord de la falaise. Il comprenait que les ressources nécessaires à la création d'un système de défense pour l'ensemble du bâtiment n'étaient pas à la portée d'une personne ordinaire. À ce moment-là, Chen Xiao remarqua un groupe de garçons à l'extérieur du bâtiment. Les bandits avaient entendu dire qu'il y avait beaucoup d'eau ici, et qu'une seule personne occupait le bâtiment. L'homme était surpris qu'un casse-cou puisse exister dans une si petite ville. Mais après cela, ils étaient tous allongés par terre. Chen Xiu remarqua que pendant cette accalmie, tous les criminels avaient recommencé à franchir les frontières, et que maintenant des bandes venues d'ailleurs rôdaient dans les parages. Après plusieurs démonstrations de force, même les gangs nouvellement arrivés ont appris à se tenir à l'écart de son campement. Pendant ce temps, au centre de commandement temporaire du gouvernement, l'homme voyait bien que quelque chose n'allait pas, car toute la ville de Luo s'effondrait, tandis qu'un complexe résidentiel restait calme. Il se souvenait que c'était là que la secte avait été récemment détruite. Face à leur crise actuelle, il n'avait pas les moyens de s'immiscer dans leur querelle mesquine. Mais son instinct lui disait que ce n'était pas si simple. La chaleur extrême a bouleversé la réalité habituelle, et tout dans cette ville présente trop d'anomalies qui dépassent l'entendement. La jeune fille t'a dit qu'ils avaient consulté les dossiers et que vous deviez approuver quelques détails. Elle a montré un enregistrement de l'église de Luo City, datant du jour de l'incident ayant fait de nombreuses victimes. Et lorsque Chen Xiao tombe, il disparaît instantanément. Mais il est alors apparu sur le toit, complètement indemne. L'homme a ordonné l'envoi immédiat d'une équipe d'enquêteurs. La nuit, ils se rendaient à son immeuble. Et ils l'ont retrouvé piégé dans le réseau électrique. Ils ont pu la contourner facilement et atteindre la porte principale. Avec un seul appareil, ils ont décrypté son code. Et il a rapidement percé la défense par le pied. Mais leurs visages se sont immédiatement empreints d'horreur. Il y avait là une petite fille qui ne comprenait rien. Elle s'est immédiatement mise à pleurer, pensant qu'elle hallucinait à cause des jeux. Les soldats n'arrivaient pas à comprendre ce qu'elle faisait là, mais ils décidèrent de la neutraliser d'abord. Soudain, Ali a démontré ses capacités à éliminer les intrus. Le sol était entièrement éclairé à l'électricité. Aline ignorait si cela venait du gouvernement ou non, mais elle doutait d'être arrêtée pendant l'apocalypse. Chen Xiu fut réveillé par le bruit, mais il ne comprenait pas pourquoi Aline restait encore avec lui. Aline, ses yeux, 30 minutes plus tard, une véritable montagne de chars d'assaut a surgi brusquement devant le bâtiment. Le commandant ordonna à Chen Xiao de déposer immédiatement les armes et de livrer les hommes, faute de quoi ils utiliseraient la force. Mukang s'est également réveillé à cause du bruit. Il se leva pour vérifier. Et j'ai été choqué de remarquer la présence militaire sous le bâtiment. Lin Jin se réveilla également et regarda dehors. Grand-père Chen Xiu, et j'allais résoudre ce problème moi-même. Il s'est engagé directement dans l'armée avec audace. Il voulait une explication quant à la raison pour laquelle leurs hommes avaient fait irruption chez lui en pleine nuit. Le commandant expliqua qu'ils avaient observé les événements depuis l'église ce jour-là. Et il savait que Chen Xiao possédait des pouvoirs surnaturels.
À présent, il croyait fermement aux rumeurs concernant les personnes dotées de pouvoir. Il considérait cela comme une puissance rare à leur époque et leur demanda d'accepter de coopérer à la recherche militaire, après quoi ils oublieraient l'instant les événements de la nuit. Chen Xiu savait que leur recherche le conduirait à être emprisonné dans le laboratoire, mais cela ne l'intéressait pas du tout. Le commandant ne s'attendait pas à une telle réaction. Il fronça les sourcils, car son opinion ne l'intéressait pas, alors il allait simplement la lui enlever. Chen Xiu ne voulait pas se répéter 2 fois. Le commandant décida de ne pas tarder et ordonna d'ouvrir le feu. Les soldats ont commencé à tirer dessus depuis leurs chars, mais Chen Xiao a activé la barrière spatiale. Les militaires ne comprenaient pas ce qui se passait ni comment c'était possible. Chen Xiao dirigea son pouvoir contre lui. Un trou noir est apparu dans le ciel, tout près des hélicoptères, et ils les ont aspirés, ce qui a provoqué leur explosion et un accident. Le commandant ne s'attendait pas à ce qu'il possède d'autres capacités. Il savait que les attaques normales seraient inefficaces contre lui, mais il ne s'attendait pas à une telle force. Chen Xiu allait s'en prendre à ses hommes la prochaine fois. Le commandant décida donc immédiatement de se rendre, mais déclara que le bulletin météorologique avait déjà été publié et que la vague de chaleur précédente n'était que le début, et la prochaine vague sera bien plus grave. Chen Xiu, avec un sourire, le savait déjà très bien. Le commandant annonça qu'ils auraient besoin de telles personnes tôt ou tard, et que la survie même de l'humanité dépendait de lui. Chen Xiu ne se considérait pas comme un grand sauveur, et il allait détruire quiconque oserait perturber son sommeil. De plus, le monde était sur le point d'entrer dans une ère d'anarchie, et il n'avait pas peur de l'armée. Le commandant voulait entendre sa conclusion. Chen Xiu était disposé à l'aider pour cette transaction. Il était prêt à conclure un accord même après seulement quelques jours de collaboration. Chen Xiu l'a déclaré avec entrain, souhaitant utiliser les ressources de l'armée, transformer sa maison en forteresse apocalyptique.